Allez, Ça y est. bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir Amaury Taurine, qui est le matchmaker du MMA GP. Donc, Amaury, je te propose de te laisser te présenter. Me présenter, bah, écoute, tu as presque, tout dit déjà, hein, voilà, Amaury Taurine, je suis le matchmaker du MMA Grand Prix, donc en gros, c'est moi qui choisis les combattants qu'on recrute. Je fais un peu vraiment toute la partie sportive, donc je m'occupe du recrutement, je m'occupe aussi du coup de la mise en place des combats, qui va affronter qui, pourquoi, comment, sous quelles conditions, et cetera. Voilà, en gros, mon job, c'est ça. Je gère la partie sportive, de l'organisation. Ouais, parce que les gens, tu vois, ont tendance à pas trop savoir à quoi sert un matchmaker. Mais en gros, c'est lui qui choisit les combattants qui vont s'affronter. Donc, c'est une partie très importante dans une organisation. Et puis, il faut aussi avoir les connaissances qui vont avec pour que tu puisses faire des belles cartes. Si t'as pas, c'est très compliqué pour avoir de belles oppositions, je pense. C'est ça. Bah, en fait, après, ça dépend des organisations. Je pense que toutes fonctionnent pas, de la même façon. Tu vois? Tu parles des organisations où, le Mhm. patron peut-être est plus, regardant ou à la décision de qui est recruté, de certains matchmaking aussi. Je sais que ça existe dans certaines organisations. Mais, chez nous, en tout cas, au MMA-GP, c'est moi qui m'occupe de tout ça et puis, ouais, après évidemment, il faut, avoir du réseau. Faut avoir du réseau pour pouvoir, sélectionner, contacter les différents combattants, les convaincre de signer chez soi. Et après, bien sûr, si possible, la connaissance technique du coup du sport pour savoir, ce qui va donner Mhm. un combat légitime ou pas. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, d'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours, comment tu es arrivé dans le MMA et les sports de combat en général. Ouais, alors, ben, moi j'étais, petit combattant amateur qui était pas très bon pour dire, la vérité, ouais, j'étais vraiment à un humble niveau. J'ai combattu, alors de base, j'avais commencé par l'ABF, la boxe française, qui est une Mhm. super école et que je recommande à tous les surtout les enfants qui veulent se mettre au sport de combat. Je trouve que c'est vraiment une super école, la boxe française, on n'en parle pas assez. Hem Surtout pour la gestion des distances, la Ouais. mobilité, la Le mouvement, tout souplesse, ça, ouais. Mhm. exactement, la tactique, la stratégie. C'est un sport hyper intéressant qui apporte beaucoup, aussi bien physiquement que tactiquement que techniquement, donc c'est parfait. Puis c'est assez sécurisé aussi, donc c'est top. Et après, très vite, je me suis tourné vers le sambo, que moi j'avais mon oncle qui était champion du monde de sambo. 2 fois, donc c'était pas n'importe qui dans le sambo. Mais moi, gamin, j'apparentais vachement le sambo, au judo, surtout que mon oncle, lui, faisait les 2. Et j'ai jamais été très fan du judo. La rigueur, martiale à l'asiatique, tout ça, j'ai jamais été très Ouais. fan de tout ça. Moi, j'ai l'esprit un peu rebelle, tu vois? Je suis pas trop dans tout ce qui est carré, tu vois? J'aime bien la liberté et c'est sur le tard, justement, en découvrant le MMA, que je regardais les combats à l'époque d'Emelianenko Fedor et où j'entendais les commentateurs dire qu'ils venaient du sambo et je me suis dit: «Attends, attends, 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 j'ai raté un truc quelque part». Donc je me suis renseigné plus amplement sur le sambo, auprès de mon oncle et j'ai compris qu'en fait, dans le sambo, il y avait pas que la partie, qu'on appelle sambo sportif qui ressemble au judo. Il y avait aussi la partie combat qui ressemble beaucoup plus à du MMA avec un kimono en gros, hein, pour grossir le trait et là, ça m'a intéressé et du coup, je me suis tourné vers le sambo à ce moment-là, voilà. Ma Mon parcours sportif, en gros, c'est celui-là. J'ai fait pas mal, de compétitions en sambo, de niveau régional, départemental. Je suis pas allé très, très loin. J'avais pas, une condition physique exceptionnelle, hein, voilà. Moi, je faisais mes préparations avec des kinders, tu vois? Donc c'était pas terrible et Ouais. qui fait que j'ai eu beaucoup de blessures, beaucoup de galères, pas des très bons résultats. Donc moi, j'ai fait beaucoup de combats, mais j'ai pas brillé plus que ça. Ok, ouais. D'accord. Mais parce que, ouais, toi, t'es sur la région toulousaine, c'est ça? C'est ça, ouais, région Occitanie, je suis né à Toulouse, ouais. Mmh. Ok, ok. Bah, tu vois, moi, je suis natif de pas très loin de chez toi, donc je Ah, tu connais. d'où toi? Je suis né à Muret, moi. Ah ben, ouais, bah, tu vois, ouais, j'avais de la famille là-bas, ouais, Muret. C'est juste à côté de Toulouse, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Donc, on l'a pas dit, mais tu as aussi été manager avant d'être matchmaker. Donc, c'est ce qui t'a aidé aussi de créer un réseau, ça, forcément. Absolument, ma transition vers, le MMA du coup, c'est faite par le management. Parce qu'en fait, heu, par le biais du sambo, j'ai rencontré des jeunes athlètes, notamment lors de l'organisation des championnats d'Europe junior espoir qu'on avait fait à Toulouse, où moi j'avais participé, mais à titre d'organisateur. J'avais été dans la sécurité, les traductions, tout ça, j'essaie d'être là un peu pour, la logistique et Mm. j'avais rencontré pas mal de jeunes athlètes, j'avais pris pas mal de contacts et tout et il y en a plusieurs qui ont vu comme je parlais plusieurs langues et tout, je pouvais les aider peut-être à avoir des opportunités en Europe. Il y a des combattants du coup qui m'ont demandé: «Est-ce que tu peux nous aider?» Au départ, ça s'est fait avec un combattant en particulier qui voulait que je l'aide à combattre en Europe, qui voulait se faire un nom en Europe parce que, chez lui le circuit était un peu bouché et du coup, j'ai accepté donc j'ai envoyé 2-3 messages, j'ai essayé de l'aider puis ça a matché. J'ai réussi à le faire combattre dans une autre organisation en Europe
Et de là, il m'a demandé pour ses potes, qui m'ont demandé pour leurs potes, qui m'ont demandé pour leurs potes. Au bout d'un moment, du coup, je suis rentré un peu dans le truc, tu vois? Je me suis pris au jeu et comme en plus, c'était une période de ma vie qui a été un peu spéciale où j'étais en reconversion professionnelle et cetera. Bah, je me suis dit: «Écoute, vas-y, je me concentre un peu là-dessus, je vois où ça débouche, pourquoi pas?» Ça me passionnait, j'aimais bien le boulot en soi, donc je me suis parti là-dedans, donc c'est là que je me suis tourné vers le MMA et bah, du coup, j'imagine la question d'après, c'est comment je suis arrivé de là au MMA GP. Du coup, bah, c'est que je bossais avec le MMA GP en tant que manager, j'essayais de les convaincre de recruter certains de mes athlètes, ce qui a été le cas. Je les avais pas mal dépannés à l'époque aussi où ils avaient eu besoin d'athlètes en dernière minute, où j'avais réussi à les aider sur certains coups. Et le boss un jour il m'a appelé, il me dit: «Écoute, j'ai travaillé avec tout le monde dans le milieu», il me dit, «tous les managers, tous les coachs, les machins». Mmh. Il dit: «Le seul qui a jamais cherché à me baiser, c'est toi. Si tu veux le boulot, je te le donne». Je fais: «Bah, écoute, let's go, on y va». Voilà. Bah, nickel, bah, tu me diras, ouais, le manager, j'aimerais que tu expliques, les qualités qu'il faut pour être, manager, ce qui est un bon manager parce que on le voit, aujourd'hui dans le MMA avec la légalisation, il y a tout le monde qui s'invente un peu manager, machin et tout Mmh, et tu vois, c'est un peu comme les agents de joueurs de foot, tu mmh. vois? Bon, maintenant c'est légiféré, mais c'est un monde de requins, on va le dire, les gars sont plus là pour leur gueule que pour le combattant. Donc j'aimerais que tu expliques ça aux gens. Ouais, alors en fait, c'est parce que déjà, c'est un mot valise un peu, manager. Tu peux mettre un peu tout ce que tu veux, dedans, tu Mmh. vois? Aujourd'hui, un mec, un mec qui est derrière un comptoir à un McDo et qui hurle sur tout le monde, on appelle ça manager, tu vois? Donc il y a un peu tout et n'importe quoi, non? Moi, je vois le rôle du manager pour moi auprès d'un athlète, dans le MMA comme ailleurs, c'est avant tout un conseiller. Moi, je le vois comme ça. Déjà, faut remettre les choses à l'endroit. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de managers qui pensent être, les parrains du crime, et qui peuvent gérer une petite mafia, une petite écurie de combattants et tout. Moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Moi, j'essaie de remettre les choses à l'endroit. Moi, je considère que le manager est l'employé de l'athlète et pas l'inverse, et ça, c'est Ouais, important. Voilà, je suis d'accord là-dessus, ouais. et d'autant plus que c'est quand même l'athlète qui rémunère le manager et pas l'inverse. Donc c'est quand même important de remettre les choses à l'endroit et pour moi, le manager, il a avant tout un rôle de conseil. C'est-à-dire qu'il doit expliquer à l'athlète qui est pas forcément au courant, de comment fonctionne le milieu. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais rien que, connaître les chiffres du marché. Combien tu peux estimer en prime dans telle organisation, à tel endroit? Qu'est-ce qui vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant d'aller à tel endroit ou à tel endroit, tu vois? Heu, un peu lui expliquer le microcosme, ça c'est super important. Donc la connaissance du milieu, du coup, ça joue énormément. De là, l'assister aussi pour, toutes les démarches, qu'elles soient administratives, qu'elles soient, économiques, qu'elles soient juste même un soutien moral, c'est super important. On ne le dit pas assez non plus. Il y a Pour moi, c'est ça. Peu importe de quoi tu as besoin, il faut que l'athlète il t'appelle, il faut que tu sois capable de lui apporter une réponse. Après, si tu sais pas, tu sais pas, mais tu dois peut-être Mmh. essayer de lui apporter une personne ressource en plus ou quelque chose, mais ton rôle, c'est vraiment de l'assister. En fait, le manager, c'est l'arben de l'athlète. Voilà, moi je le vois comme ça. Donc j'utilise l'arben, c'est un peu provoquant, mais c'est juste pour essayer de remettre les choses à l'endroit. Mais pour moi, c'est le gars qui est vraiment là pour assister l'athlète. Voilà. Ouais, Donc bien si sûr, possible, bah, dans le vas-y, vas-y. oui, je te laisse finir, oui. Bah, non, j'ai juste que du coup, si possible, là où ça va te demander certaines compétences, aussi bien sur la charge administrative, par exemple, Ouais, justement, ouais, mais et j'allais y venir. juridique. Voilà, mais ça te Mmh, demande aussi des compétences linguistiques puisqu'il s'agit d'un business qui est international et ça, c'est important. mmh. Donc voilà, ça demande certaines caractéristiques un peu spécifiques. Mais en France, tu parlais du foot où le rôle du management qu'on appelle agent, plutôt dans le foot, Mmh. est encadré. C'est pas le cas. En fait, il y a très, très peu de disciplines en France où c'est encadré, légalement. Voilà, et en Ben, théorie d'ailleurs, les seules majoritairement dans personnes les qui sont sports vraiment collectifs, hein. habilitées à être agents, oui, ouais, dans certains sports co. Majoritairement dans les sports collectifs. Mmh. Ouais, mais moi, pour ce que j'en sais, pour ce que j'ai compris, je me suis renseigné parce que moi je suis pas expert légal, donc je me suis renseigné auprès d'un juriste, enfin d'un avocat en réalité. Les seules personnes qui sont vraiment, habilitées à vraiment officiellement être agent en théorie, justement, ce sont des avocats. Voilà. Ah, les avocats du sport, ouais. Mmh. Mmh, En droit du sport, ouais. Ils peuvent, bah, justement, les plus gros managers dans le MMA, mmh. il me semble, ce sont des avocats à la base. Dans le MMA? Oh, je sais pas, je suis pas alors Je sais que le manager de Conor McGregor, qui a la grosse boîte et tout, c'est un ah, avocat à la base. d'accord, donc tu me parles à l'échelle internationale, ouais, parce qu'à l'échelle Ouais, ouais, française, c'est les pour meilleurs ça quand managers je qu'il y a en parle français, je suis pas sûr qu'ils ouais, soient avocats. français, c'est pour ça que j'ai précisé à Ouais. l'échelle internationale. Ouais, ouais, parce que là, quand je parlais de l'encadrement du coup, législatif du rôle de l'agent, je disais en France, c'est très, très peu encadré. Voilà, il y a un vrai vide juridique là-dessus. Mais alors à l'international, oui. Et d'ailleurs, généralement, ce sont des avocats. Mais même dans le foot, on voit de plus en plus de footballeurs qui sont représentés par des avocats.
Oui, bien sûr. Bah, parce qu'il y a la spécialité du droit du sport, donc c'est sûr que là-dessus, ça aide beaucoup et comme tu l'as dit, pour être un bon manager, il faut déjà connaître le milieu et beaucoup de gars, moi je le vois, on le voit sur les réseaux, sur Insta et tout, tu vois des trucs, les mecs, hein, ils connaissent pas le milieu tant que ça, hein, il y en a, hein. Et tu vois, C'est ils vont ça. aiguiller des combattants et Après c'est, comment dire? Bah, c'est comme tout là, en France, tu vois, ça vient d'être légalisé. Le MMA est légal en France que depuis 2020. En plus, ça a été la période mmh, covid, machin, donc c'était une galère. Tu ouais, imagines, le MMA, c'est mmh, le sport et l'événementiel en même temps, donc pendant le mmh, covid, tu as tout gagné, tu vois? Donc évidemment que c'est compliqué. Il y a des gens qui ont profité de l'aubaine du fait que le MMA soit lancé, tu vois, pour essayer du coup de prendre une place. Et puis moi-même, hein, moi ça s'est fait comme ça. Bon, moi, c'est un peu le jeu du hasard parce que j'avais organisé les championnats de sambo avant et tout machin. Mais en effet, il y avait des places à prendre, donc pourquoi pas. Maintenant, moi je disais quand j'étais coach, je disais à mes élèves, c'est en faisant qu'on devient un faisant, tu vois. C'est un peu pour les taquiner parce qu'ils faisaient les choses mal, mais dans le MMA, c'est un peu pareil. Tout le monde pratique, tout le monde essaye, tout le monde apprend. Moi, je suis pas né matchmaker. J'ai appris aussi sur le tas. Au début, j'étais pas forcément plus légitime qu'un autre, tu vois. C'est en faisant qu'on apprend, mais ça peut avoir des conséquences sérieuses, donc faut faire preuve d'un minimum, je trouve, d'intelligence, de bienveillance. Et c'est ça le plus important, c'est la bienveillance. Il y a des mecs qui font ça juste pour, arracher un billet. Là, il y a un ouais. problème. Voilà, mais un mec qui est vraiment dans une intention de guider, de conseiller, de partager avec l'athlète, tu vois, d'essayer de le soutenir sur certaines tâches. Je pense que même s'il est pas très compétent au départ, petit à petit, il peut très vite apprendre et comprendre comment ça fonctionne, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Bah, tu as parlé aussi de ton rôle de matchmaker et la base des bases, c'est quand même d'avoir des connaissances, techniques dans le MMA, tu vois, dans le combat. Mmh. Aussi, bah, on le voit d'ailleurs les grosses orgas comme, en France comme Hexagone, comme Matchmaker, ils ont Match Unico. Match Unico, c'est un des pionniers, du sport. Donc le Mmh. mec, il est légitime et en plus il est entraîneur. Donc tu vois, c'est vous faites partie de ces gars, vous savez de quoi vous parlez déjà de base, Mmh. tu vois? Alors moi, sur l'aspect technique pur du MMA, je connais bien le sport, je connais très, très bien le sport. Je pense que j'ai quasiment grandi dedans. Moi, je fais partie un peu de la génération qui a eu cette chance-là. Moi, j'ai les premiers DVD de MMA que j'ai réussi à choper, au bureau de tabac, j'étais tout gamin, enfin, j'étais tout jeune, j'avais même pas encore 10 ans, tu vois? Enfin, je pense, ouais, si, je devais avoir, ouais, 10-12 ans. Donc, tu sais, j'ai vite découvert le sport jeune, donc j'ai vite compris. J'ai pratiqué aussi, mais surtout le sambo. La partie technique pure propre au MMA, je l'ai beaucoup moins pratiqué. Je l'ai pratiqué aussi, mais quand même beaucoup moins. Mais c'est un sport que je connais bien et je pense être en capacité, tu vois, sans me revendiquer expert, tu vois. Je pense que je comprends assez bien le sport pour savoir ce qui peut donner un bon combat, mais ça suffit pas après, dans le matchmaking. Et c'est compliqué d'évaluer qui est un bon matchmaker ou pas. De la même façon que pour le manager, ça dépend sur quels critères tu te bases. Par exemple, tu vois, tu peux te La retrouver qualité des matchmaker. combattants, la qualité des oppositions quand il y a sur les cartes, c'est surtout ça. Ouais, mais si par exemple on te donne pas de budget pour bien recruter, c'est pas magique, hein. Tu peux être le meilleur Mmh. matchmaker du monde, tu vois, si tu as pas le budget pour recruter les combattants que tu Oui, veux et après si c'est on aussi une t'impose question, oui, de aussi du budget, ouais. Mmh. c'est ça, et de politique parce que tu peux te retrouver, il y a beaucoup d'organisations comme ça, hein, notamment en Europe, qui sont à la fois justement gérées aussi par des managers qui ont intérêt à que tel ou tel combat, enfin que tel ou tel combattant gagne et on te demande de faire des matchmaking défavorables pour certains combattants et favorables pour d'autres. Donc tu peux avoir un Mmh. matchmaking qui est dégueulasse, mais c'est pas forcément de ta faute, c'est si on te le demande, tu vois? Donc c'est dur à juger vraiment qui est un bon matchmaker ou pas. Moi, de ce côté-là, tu vois, je suis pas à plaindre. J'ai vraiment la carte blanche du boss. Je peux faire un peu ce que je veux. Il me laisse gérer mon budget, il me laisse choisir le recrutement, il me laisse choisir les match-ups. Je suis plus manager. J'ai laissé tomber le management à partir du moment où je suis rentré dans le matchmaking pour éviter les conflits d'intérêts et justement d'avoir, Ouais. des combats biaisés. Le boss du MMA Grand Prix qui était coach et manager lui aussi a laissé tomber. Il a fermé son club, il a tout arrêté. Donc nous, Ouais. vraiment, on est dans une optique que le meilleur gagne. À partir de là, on fait un peu ce qu'on veut, comme on veut, dans le sens du sport, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, d'avoir des beaux combats dans le sens du sport. Donc pour moi, c'est facile. Mais je pense que tous les matchmakers dans différentes organisations n'ont pas la vie aussi belle que moi, malheureusement, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça. Ben, tu as parlé de matchmakers qui sont aussi managers. On a l'idée, on va le dire, une orga en France, c'est l'ARES, hein. Quand tu Mmh. vois, les mecs, la plupart, ils sont gérés par le factory management. Ouais. Et, et Alors, donc, est-ce que c'est donc le voilà. factory management qui fait le matchmaking du RS? Je crois qu'en théorie, non, en pratique, va savoir. Moi, en tant que Alors, manager, j'avais déjà eu 2-3 fois affaire avec RS, c'était un peu flou, c'était un peu brouillon et je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais ouais, c'est compliqué de jauger vraiment, comment le matchmaking est établi. Après, ça les regarde, il faudrait leur poser la question, tu vois? Mais oui, oui, je pense que tout le monde le dit, c'est un secret de polichinelle. Il y a des matchmaking qui posent question mais ça, mmh, c'est toutes les orgas du monde. Tu as même des orgas où ils sont pas forcément managers, mais ils ont la pelouse d'or, tu vois? Par exemple, l'UFC, ils sont pas le oui. manager Ah de bah, Conor, mais à une époque, ils avaient tout intérêt Connor, à ce que Conor gagne et reste une superstar, tu vois? Donc peut-être que là aussi, ça peut influencer le matchmaking. Peut-être qu'à un moment, ils se disent: «Ouais, j'ai envie que mon champion, il gagne», tu vois?
Ben ouais, ben, tu vois, tu parles de l'UFC, on le voit quand ils ont envie de faire un combattant une superstar et les adversaires qu'ils lui donnent, par exemple, si l'autre il a un style de striker, ils vont pas lui mettre des gros lutteurs en face, tu vois, pour le faire monter. Ah, tu dis ça pour Cyril Gane, t'es vache. Non, même pas. Même Non, mais pas, c'est un non, bon je exemple. C'est un parle pas de exemple que je Cyril. prends souvent, parce que c'est un peu provoque et que Ouais. ça fait parler, mais c'est vrai quand tu après c'est pas juste pour le faire briller, c'est aussi pour avoir un beau combat, tu vois? Moi, j'ai déjà pris l'exemple dans un autre podcast des Cyril Gane, tu vois? Quand tu imagines, tu es l'UFC, tu recrutes un super beau striker. Le mec est fort, le mec est technique, le mec il présente bien, tu vois? Est-ce que vraiment les gens ont envie de voir Cyril Gane se faire rouler par terre pendant 15 minutes là? Bon, c'est pas intéressant. Quelques gars qui aiment la technique et tout seraient curieux de se dire: «Tiens, j'aimerais bien voir ce que Cyril Gane il donne au sol». Mais c'est une niche. Ouais, La ben, plupart des il en gens, fait ils partie, adorent ouais. le voir Mmh. combattre parce qu'ils adorent le voir mettre des parpaings et courir, fuir, mettre des jabs, c'est son style, tu vois? Donc Mmh. tu as envie aussi de protéger l'athlète pour protéger, la performance. Pas forcément pour, lui, sa carrière, mais pour protéger la performance et le combat que ça pourrait donner. Donc ça fait partie du truc. Mais après oui, tu peux aussi avoir un intérêt économique da parfois, bien sûr. Voilà. Mais tu vois, tu parles de ça, moi ça me fait penser, quand, d'ailleurs, la catégorie du poids lourd, on le sait, Cyril, c'est le meilleur striker chez les poids lourds. Il y a vraiment pas, de personnes qui sont meilleures que lui, debout, je trouve. Ouais, c'est une affaire de critères. Techniquement, il est très, très fort. Après, ça dépend du Ah, critère, tu vois? debout, Meilleur striker, c'est ouais. subjectif quand même. Mais ouais, ouais. Ah, j dans la catégorie poids lourd, sincèrement, l'UFC, je trouve que ouais. Bah, après, Techniquement, tu mis veux à part dire? Aspinall aussi, oui, techniquement, mis à part Aspinall qui pourrait lui faire face, qui arrive à bien casser la distance. Mais bon, Ouais, le combat, je sais pas il y a s'il va d'autres gars qui se revenir. posent là, hein. Après, c'est vrai que sur le combat, c'était pas flagrant, mais je trouve que Volkov est très, très bon techniquement et j'aurais aimé voir une revanche entre Volkov et Cyril Gane. Je pense que Ah oui, Volkov, il a les ça armes s'est fait à la techniquement décision, pour, ouais. ouais, ouais, je pense que Volkov, il a les armes quand même pour battre Cyril Gane sur son propre terrain, sur le striking. Après, ouais, si tu as des combattants qui se défendent. Après, tu regardes Derrick Lewis, aussi bien Derrick Lewis, tu le fais affronter Gane et s'il touche, il est capable de le coucher, hein. Ah bah Tu sais, le surtout chez les MMA, poids lourds, oui. bah, ouais, c'est Surtout ça, chez les donc c'est poids lourds, pas ouais. meilleur, ça reste toujours subjectif, tu sais jamais ce qui peut se passer, tu vois? C'est pas toujours le meilleur techniquement qui gagne le combat aussi, tu vois? C'est ça. Et bon, on va revenir aussi, il y a eu le PFL, Paris avec, Cédric et les gens l'ont peut-être oublié, mais Cédric, c'est toi avec Abdel qui nous ont fait commencer au MMA-GP. Il a commencé Ouais, chez vous. ouais, Donc j'aimerais que tu réexpliques aux gens parce qu'il y a pas mal de gens qui t'ont critiqué quand tu l'as mis face à Klimas, comme quoi Klimas ouais, était un peintre, machin et tout. ouais, Et je tiens à rappeler que Klimas avait quand même, quand il a affronté Cédric, pardon, il ouais, avait un record de 4-1. ouais. Donc c'était pas un record dégueulasse. Donc et puis on l'a vu dans le combat, c'était pas non plus dégueulasse. Il a réussi à emmener Cédric au sol. Donc j'aimerais que tu reviennes là-dessus parce que les gens t'ont pas mal sali là-dessus. Ouais, absolument. Alors Cédric, il avait déjà fait un combat quand même, je crois à Abu Dhabi ou Dubaï, je saurais pas te dire, mais en tout cas, Oui, il il avait avait déjà fait un commencé par combat, ça, ouais, ouais, son premier combat, ouais. ouais et nous après on l'a récupéré donc pour lui faire ses, 2, 3 et 4e combats. Donc les 3 d'après, il les a fait chez nous. Mmh. Hem, c'est particulier. C'est vrai que c'est un cas très particulier. Parce que justement, tu vois, je disais que moi, dans le matchmaking, j'ai les mains assez libres, c'est vrai, mais j'ai quand même certaines contraintes, notamment le règlement fédéral. En France, c'est vrai que c'est des infos qu'on circule un petit peu, mais pas suffisamment, où le règlement fédéral, à l'époque, m'imposait de donner à Cédric quelqu'un qui avait maximum 4 combats d'écart avec lui en MMA. On parle d'un mec à 90 combats en kickboxing. Mmh. Donc c'est quand même compliqué, tu vois, de trouver quelqu'un qui vraiment, corresponde, tu vois? Et puisse faire match. C'est très, très compliqué. Et des gars qui ont 4 combats en MMA, bon. Et puis il fallait que ça rentre dans l'âge, dans la catégorie de poids, tu sais, c'est plein de facteurs, c'est pas évident. Dans notre budget aussi, parce qu'on n'est pas non plus on n'est pas le Qatar, hein. Donc j'avais pas mal de contraintes pour matcher Cédric. Et l'idée aussi pour moi est compliquée parce que Cédric, évaluer son niveau, surtout son niveau de lutte, de sol, son niveau de MMA à ce moment-là, quand le mec est que 1-0, Mmh. waouh, c'est super difficile pour moi. Donc 1er combat, j'avoue, j'étais dans le flou total. Je me dis: «Cédric Doumbé, qu'est-ce qu'il vaut?» Je sais pas. Je sais que c'est le meilleur du monde en kickboxing, il y a rien à dire. Je sais que c'est un striker de folie. Qu'est-ce qu'il vaut en MMA? Je suis un peu dans l'inconnu. Donc 1er combat, c'est un peu un test. Ça se passe très mal au niveau du matchmaking. J'ai un gars qui pull out de la carte à 7 jours. Heureusement, j'avais un plan B qui pull out la veille de la pesée.
Voilà, merci à lui, hein, je l'embrasse, mais il m'a foutu sacrément dans la merde et du coup, Title Chai qui rentre en short notice, machin, donc bref, c'est un combat qui a dû être bricolé, qui a été difficile, mais pourquoi pas, ça reste un test et ce combat-là, justement, des soi-disant autoproclamés experts en ont tiré des conclusions ridicules, soi-disant qu'on n'avait rien appris dessus et tout, mais moi, ce combat m'a apporté beaucoup d'éléments, en fait. J'ai appris beaucoup de choses sur le niveau de Cédric Doumbé, alors déjà, pour sa performance dans la cage et la façon dont s'est déroulé le combat, mais en plus parce que c'était l'occasion pour moi de discuter avec ses coachs. Tu vois? C'est là que j'ai rencontré notamment Dave Roach, le coach du SBJ, qui est un gars exceptionnel et qui pour moi est peut-être le meilleur coach du monde. Vraiment, j'ai un respect pour ce gars-là qui est énorme. Et du coup, lui, il m'a donné beaucoup de billes, tu vois, sur le niveau de Cédric, sur sa façon de travailler, et cetera. Donc ça m'a intéressé. Du coup, j'avais un peu plus de d'atouts pour savoir qu'est-ce que je pouvais lui mettre en face qui pouvait avoir du sens. Donc deuxième combat, je mets Florent Burillon, qui en fait Florent a vécu Ouais. un Je covid connais très bien compliqué. Florent. Non, ouais, super gars et très, très bon combattant Ouais. et Et je l'ai très bon beaucoup coach aussi. soutenu, très bon coach aussi. Je l'ai beaucoup vendu, je l'ai beaucoup soutenu parce que j'étais persuadé que ça donnerait un bon combat et c'est vrai que ça a été dur pour lui, le combat contre Doumbé et le problème, c'est que je pense que Florent a mal vécu la période Covid où il s'est arrêté pendant longtemps. En même temps, il a eu pas mal de péripéties dans sa vie perso et tout et c'était pas le Florent, d'avant Covid donc le combat a mal tourné assez rapidement mais il a tenu plus longtemps que Jordan Zebo, c'est déjà pas mal. Ouais. Heu, Ce qu'il disait en plus, on a dit ça en privé avec Florent. ouais, aujourd'hui ça revalorise Ouais. un peu plus sa performance, c'est clair Oui, c'est ce et qu'il disait. ah bah, ouais et puis Pavel Klimas, donc pour en arriver à ta question, excuse-moi des fois je digresse un peu, voire Non, beaucoup non, mais c'est vrai. et du coup, Pavel Klimas, ouais, quand moi j'ai pas compris, les réactions des gens, mais les gens, tu sais, en France, c'est pas qu'en France, mais beaucoup en France, s'ils connaissent pas, c'est que c'est de la merde. Ils raisonnent comme ça. Peut-être je le connais pas, c'est de la merde. C'est comme dans le foot, tu vois, tu avais N'Golo Kanté, il jouait, je crois à Caen ou au Havre, pour tout le monde, c'était de la merde et puis d'un coup, il signe dans un gros club, il fait des perfs de ouf et on dit: «Waouh, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire». Bah ouais, les gars, il est aussi bon et Mmh. talentueux qu'avant, hein. Voilà, et c'est pas que vous le connaissez pas que le mec est pas bon. Pavel, c'était du solide et je vais dire, ouais, c'est si je peux le dire. Après le combat, Doumbé Klimas, moi j'étais assez surpris de la réaction du coin de Cédric Doumbé et de Doumbé lui-même. Ils étaient hyper soulagés, hyper stressés et je vais te dire même, hyper tendus. Hyper tendus. Ils ont compris que sur ce combat, il y avait eu des choses, tu vois, des alertes qui leur ont fait froid dans le dos, tu vois? Klimas, tu l'as dit, il a amené Doumbé au sol, il l'a aussi fait saigner du nez, alors ça a l'air con, Oui. mais même en K1, les meilleurs de la planète, il y en a beaucoup qui ont pas réussi à toucher Cédric comme, Pavel l'a touché. Donc, Mmh. il y a eu pas mal d'enseignements de tirés de ma part et aussi de la part du coin de Cédric après ce combat-là et surtout Pavel, j'ai causé avec lui après le combat, avec lui et son coach et il s'en voulait énormément. Il était sûr qu'il allait gagner le combat parce qu'il avait établi un game plan que je trouvais super intéressant. Moi, je lui ai donné mon avis. Je dit: «Écoute, moi, j'aurais pas attaqué le combat comme ça». Je leur ai dit comment moi je l'aurais attaqué. Ils m'ont dit: «Putain, c'était notre game plan» et ils me sortent leur game plan, bon polonais, tu vois? Mais ils essaient de me l'expliquer un peu et en fait, ils voulaient faire un peu ce que moi j'avais envisagé et je regrette un peu que ça soit pas passé comme ça, j'aurais aimé voir. Mais Pavel a fait un bon combat face à un mec qui était très, 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 très fort, très, très fort. Mais Pavel, était légitime à affronter Doumbé parce que, il avait des armes pour embêter Doumbé, pour jauger un peu son niveau et je trouve que ce combat a appris beaucoup de choses à tout le monde. Tout le monde en est sorti grandi, donc c'était un bon combat. Maintenant, voilà, c'est facile de dire: «Ouais, c'était un no-name, il a perdu, il a pris un KO, du coup il est nul. Ça y est, on a enfin» et moi j'étais choqué de voir ça, tout le monde qui disait: «Le vrai combat de Cyril Doumbé, le vrai test de Doumbé en MMA, Jordan Zebo». Mais les gars, Zebo est fort, mais sur le papier, Klimas est encore supérieur. Il a un palmarès encore plus grand que celui de Zebo. Je suis pas persuadé, là, le jour J, que je le dis à tout le monde, je suis pas persuadé que Zebo fera mieux que Klimas, hein. C'est possible, ça reste un sport, tu peux avoir une grosse performance. S'il faut, tu refais le combat, Zebo s'en sort beaucoup mieux, hein. Je pense qu'il pourrait tenir plus que 9 secondes, il y a pas à chier. Mais Bah oui, parce que c'est une erreur de sa part en plus, le high kick qu'il envoie. Il l'a reconnu, hein, son compte, c'est pas ce qu'il lui avait dit de faire, hein. C'est lui qui a voulu. ça, on saura jamais. Moi, ce que je vois, c'est la perf et il a fait son combat, ça s'est mal passé pour lui, point barre. Tout est tu sais, il y a pas d'erreur, il y a pas de combat. Je veux dire, un Bah combat, à oui. chaque seconde, il y a une erreur. C'est ça un combat, ça va trop vite, tu peux pas tout calculer, tu peux pas tout maîtriser, c'est comme ça, tu vois? Le problème, c'est qu'avec Doumbé, ça se paye Une vite erreur qui cash, peut pas tu le vois? cash, ouais. Mmh, C'est ça. mmh Mais mh. moi, je voyais pas tellement le Zebo comme un plus gros challenge, que Klimas, en toute objectivité et moi, on m'a dit: «Ouais, mais tu veux défendre Klimas parce que c'est ton orga». Non les gars, c'est juste que moi, je connais Klimas, alors que vous, vous le connaissez pas. Laissez-moi vous dire que Klimas, sur le papier, alors je connais peu Zebo aussi, donc peut-être que, tu vois, j'avais quand même le doute, tu vois? J'ai peut-être que Zebo, il y a des infos que j'ai pas sur lui, mais moi, objectivement, je vois pas Zebo au-dessus de Klimas. Donc je suis sceptique. Il peut quand même, puisque Klimas a réussi quand même à faire quelque chose contre Doumbé. Mais le problème, c'est que Doumbé progresse à une vitesse fulgurante. Il fait une conversion vers le MMA qui est très intelligente. Il se donne les moyens de réussir, il bosse très dur. Donc rien que Mmh. l'écart qu'il y a eu entre son combat contre Klimas, son combat contre Zebo, je savais qu'il allait encore progresser.
Moi, pour moi, c'était évident que ça allait être dur pour Zebo. Mais bon, je pensais pas que ce serait aussi dur. C'est comme ça. Mais les gens disaient que Zebo, c'était l'adversaire le plus dur parce que lui, contrairement à Klimas, il a un coach qui le fait bosser les angles morts. C'est peut-être ça. Ouais, c'est le marketing et le storytelling. Après, il y a aussi Ah un bah. truc, c'est que Zebo, avait une grosse hype médiatique, c'est vrai, il a une hype, médiatique, il était connu, il était coté en France à juste titre, hein, je veux dire, il a fait des perfs qui étaient intéressantes. Mais, et puis il avait l'invincibilité, il avait le 0, il était 4-0 et Ouais. juste le fait que Klimas était 4-1, pour les gens, ça change tout alors que ça reste que 5 combats les gars, Ouais, c'est mais encore tôt pour juger, après je veux dire. Jordan, c'est aussi quelqu'un de sympathique, hein. C'est vraiment, moi j'ai discuté Bien un sûr, peu avec lui, c'est vraiment un gars cool, hein. en tout C'est cas, il a vraiment un l'air, mec hein. qui a la tête sur les épaules, ouais. Et puis Klimas, tu vois, pour revenir à lui, les gens ne se rendent pas compte, il est polonais, mais en Pologne, il y a un putain de niveau en Europe, même le meilleur niveau européen, j'ai envie de dire, en Pologne. C'est les meilleurs du monde. Euh, ah mais carrément, déjà quand Enfin, tu vois au c'est niveau meilleur de d'Europe, l'organisation, excuse-moi, je dis du monde, je dis d'Europe et dans le monde, ça se discute. Mais moi, je dis toujours que pour moi, la Pologne, c'est la capitale du MMA en Europe. Et j'assume complètement de dire ça. Ils ont des organisations qui sont incroyables. Alors, on bah, commence à les découvrir de plus KSW en déjà. plus, mais Mm. KSV, mais aussi le FEN, qui est une très très grosse organisation. Il y a plein de, même des petites organisations locales qui ont déjà un niveau qui Et est au niveau du surprenant. grappling, c'est eux qui organisent les trials, hein. C'est là-bas que ça se C'est passe, hein. c'est Pas la ça. Moi, DCC. ouais, j'étais aussi surpris de voir, tu vois, comme critique quand j'ai mis Klimas face à Doumbé, alors que la plupart des Français, dès que je leur propose un Polonais, ils regardent leurs chaussures et ils s'échappent, hein. Personne ne veut aller affronter les Polonais. Il y a aussi le fait que, il faut le dire, en Pologne, la plupart des produits dopants sont autorisés. Et même ceux qui sont interdits, de toute façon, quelque part, ils s'en foutent puisqu'il y a quasiment pas de contrôle. Donc, ah là, les Polonais, en plus, on le sait, pour beaucoup, sont chargés comme des mules et au niveau physique qui est énorme. On le dit, hein, il y a l'expression fort comme un Polonais, ça se dit, c'est pas pour rien. Les mecs, c'est des forces de la nature, le fameux Polish Power. Donc, ouais, non, c'était un vrai test pour Doumbé. Bref, bon, écoute, c'est comme ça. Les gens l'ont pris que pour une quiche, j'ai pas compris pourquoi. Écoute, on verra. Ouais, mais c'est la manière dont ça a été dit, en plus, par des soi-disant médias spécialisés, hein. C'était virulent, hein, leur manière de faire, hein. Ouais, ouais, absolument, ouais, moi je trouvais ça insultant, dégradant, moi j'ai pas compris, enfin j'ai pas compris. Si, je comprends. En fait, hem, c'est pas juste parce qu'il y a très peu de médias, de la même façon dont on parlait du matchmaking, il y a très peu de médias qui sont objectifs parce qu'ils sont tous partie prenante. En fait, comment te dire? Heu, tu as des organisations, tu as des boîtes de management qui ont des moyens de pression sur certains médias, directs ou Oui, oui, indirects. C'est très facile de dire à un média, forcément, ouais. «Ah écoute, mets-moi en valeur tel combat, mets-moi en valeur tel athlète». Sinon, beh, je t'envoie plus, ma superstar en interview, je te donne plus ton accréditation dans mon organisation. C'est des choses qui se font dans Oui, le c'est MMA, ça, donc les gars, c'est ça aussi qui veut pas perdre, c'est de pouvoir, justement avoir, les mmh, noms, qui font l'actualité, de bah, pouvoir c'est ça, avoir accès à l'orga qui marche le plus, tu vois? Des trucs comme ça, c'est ça. c'est ça surtout. Puis la plupart des Et médias ne voient pas comme valorisation à leur travail le fait de donner de bonnes infos. La qualité, du fond de leur travail, pardon, excuse-moi, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Il y en a, ce qu'ils veulent, c'est faire des vues, faire des likes. Donc ils savent que ouais, pour c'est ça, juste bah, il ça. faut aller chercher ceux qui ont déjà le vent en poupe, tu vois? On se met tous derrière la locomotive là et on broute. Et c'est un problème parce que du coup, ça perd en objectivité. Surtout qu'on est qu'au début du MMA, il y a plein de gens qui sont pas encore connus, qui font pas encore parler, mais qui sont hyper intéressants. Et ils attendent quoi? C'est une fois que ces gars-là, ils seront à l'UFC qu'ils vont aller leur botter les fesses. Enfin les gars, soyez objectifs, ouvrez les yeux. Mais c'est compliqué parce qu'il y en a, ils subissent des pressions, hein. Il y a déjà des médias qui m'ont dit: «Ouais, je suis désolé, mais heu, j'ai déjà parlé en bien de vous et je me suis fait allumer derrière». Ah bon? Ben, Écoute. on l'a vu récemment pour Abdel, hein, quand il est passé dans Ouais, une ouais, chaîne, de MMA, la vidéo elle a ouais. sauté parce qu'il y a un manager qui ne l'entendait pas de la même oreille. Si on peut appeler ça un manager, ouais. En tout cas, il y a un mec qui, pour le bien du MMA français, a décidé qu'il fallait censurer l'interview, tu comprends? Qu'est-ce que je te Ouais. dise? Sketch. Ouais, mais c'est la manière dont il l'a fait. Il a fait pression sur le partenaire de cette chaîne pour que la vidéo saute. Voilà, Voilà. voilà. C'est lamentable et qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est les gens, tu sais, ils sont pas là pour le sport, ils sont là pour le business, ils ont rien à foutre du sport, tu Bien vois? sûr, bien Ça les sûr. intéresse pas. S'ils travaillent pas avec nous, s'ils ont pas d'intérêt avec nous, on pourrait disparaître, ils s'en battent les couilles. Alors que la vérité, il faut le dire, on a besoin de concurrence dans le MMA, on a besoin d'avoir un maximum d'événements, il y a besoin d'avoir un maximum de combats parce que on a besoin de développer le sport. Il y a beaucoup de combattants qui combattent pas. On a besoin de former, on a besoin d'être actif. Et même si un jour, nous, le MMAGP, on est en capacité de faire, comme l'UFC, des événements tous les week-ends, et moi, si j'ai un concurrent qui propose d'en faire autant, mais je suis d'autant plus content. Plus il y aura du MMA, plus il y aura de combats, mais plus tout se développe. Alors d'un point de vue sportif, comme d'un point de vue business.
Moi, j'ai aucun intérêt à avoir un monopole et à ce que demain, on soit les seuls et uniques en France. Alors ouais, au niveau business, sur le court terme, ça va nous rapporter. Mais sur le long terme, ça va ressembler à quoi? Ça va faire comme le foot. Je veux dire, ça sert à plus rien de jouer, de toute façon, on sait qui est champion à la fin et je veux dire, c'est faussé, il y a tout qui est truqué et je pense que ça va empêcher le développement, tu vois, du sport, sur le long terme. Surtout, moi, je suis pas porte-drapeau, je m'en fous que les gagnants soient français, péruviens, ouzbeks, j'en ai rien à branler. Mais si on veut développer le MMA, il y en a beaucoup qui revendiquent développer le MMA en France, mais on a tout intérêt à ce qu'en France, il y ait un max d'orgas, un max de combats, un max de combattants, un max de clubs. Donc faut arrêter de venir casser les burnes à un tel ou un tel parce qu'on les aime pas. Moi, il y a des orgas que j'aime pas, je le dis, il y a des gens que j'aime pas dans le milieu, mais le fait qu'ils soient là, qu'ils soient présents, ça apporte au sport, tant mieux. Voilà. Bien sûr. Et tu vois, tu me permets de rebondir, tu as parlé du foot. Mmh. Et l'exemple, c'est l'exemple parfait. Le milieu du foot, il n'y a pas plus pourri. Et quand Ouais. je le disais en privé, je sais plus, je crois que j'en parlais, c'était un groupe de potes, tout ça. Je leur disais, mais si on fait pas le ménage tout de suite dans le MMA avec tous les gens vérolés et tout, ça va devenir comme le foot et ça va être le bordel. Faut qu'il y ait des Faut en garde-fous, c'est profiter tant que le clair. sport est jeune. Faut en profiter tant que le sport est jeune parce que sinon. Je suis d'accord, je suis d'accord. Surtout que ça a été enfin l'histoire du MMA en France est très, très compliquée. On part avec beaucoup de boulets aux pieds, hein, faut le dire, hein. Déjà, Oui, bien comme je disais sûr. tout à l'heure, on a commencé en plein Covid. On a commencé en plein Covid. En France, ça a toujours été très frileux avec les sports de combat. On sait qu'on a déjà eu du mal à développer la boxe anglaise, développer le kickboxing, la boxe thaï, n'en parlons pas. C'est pas tellement dans l'ADN du pays, donc faut faire les choses bien, sinon ça va mal finir. Surtout que tu peux avoir le plus beau combat de l'histoire qui se déroule en France, personne ne va en parler, on s'en fout, on s'en fout. Par contre, si tu as un drame qui se produit, je te dis n'importe quoi, mais le jour où tu as un combattant français un peu coté, un peu connu, qui a moyen de faire un peu de vue, qui va violer sa femme ou qui va cracher sa Ferrari, dans les Champs-Élysées ou qui va nous faire une dinguerie, tu peux être sûr que tous les médias vont s'en emparer. Et là, l'image du sport, elle va voler en éclats. Et puis en France, tu sais, on a un peu c'est comme à l'école, hein, tu en as un qui fait une connerie, tu as tout le monde qui est puni. Le jour où il y en a un qui va nous faire une dinguerie, tu vas voir qu'on n'est pas à l'abri que tu as un politique qui nous dise: «Bah, tu sais quoi? Maintenant le MMA, c'est bon, c'est de nouveau illégal». Et Ben, faut réfléchir, donc faut faire les choses bien, ouais, clairement. déjà, quand tu vois que tu as l'ancien président de la Fédé de judo, là, qui s'était permis de dire sur le plateau de Stade 2 que c'était un sport de terroriste, tu vois, déjà, Ouais. ça te met la couleur. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Surtout que des terroristes qui sont passés par les sports de combat, on en connaît en France et ils étaient pas dans le MMA, mais bon, voilà. C'est la petite précision. Ouais. Ouais, surtout que enfin bref, j'ai pas rentré dans les détails, mais bon, c'est complètement fou. Mais il y a plein de choses qui se passent dans les fédérations qui sont scandaleuses, Bien sûr, bah, et dernièrement, on avait fait KMDA, hein. ouais, c'est un Romain scandale, Molina c'est qui bosse incroyable. dessus, ouais. Ah, Mm, le journaliste Romain Molina qui en parle, qui a participé à la commission d'enquête de l'Assemblée bien sûr. de l'Assemblée ou du Parlement, je sais plus, pour en discuter. Enfin, moi j'ai vu son compte rendu, j'ai écouté ce qu'il avait à dire. C'est C'est choquant. On parle quand même de chantage à la sextape pédophile, de viol, de chantage sexuel, mais c'est des dingueries et Ouais, c'est des sur les choses qui mères impliquent des hauts fonctionnaires, des qui jeunes impliquent des gens qui combattants, sont ouais. impliqués dans le milieu, ouais, sur les mamans des jeunes combattants, enfin, des trucs complètement fous, mais des scandales comme ça, il y en a aussi dans le MMA, à l'international. En France, ça commence, on entend des histoires, mais on va finir par en avoir comme tout le monde. Mais c'est le sport, il demande à être contrôlé. Pourquoi? Parce que déjà, quand on parle de sport, déjà, on parle d'enfants. Le sport, c'est un outil pédagogique qu'on utilise beaucoup en France, tu vois? C'est ce qu'on revendique. On utilise le sport comme un outil pédagogique. Forcément, ça attire des gens malsains. Il faut protéger nos gosses. Mais en plus, c'est un milieu qui est médiatique. C'est un milieu où il y a une hiérarchie, où il y a des rôles, des gens qui ont des influences sur les uns sur les autres. Il y a des coachs qui ont un pouvoir énorme sur des personnes, tu vois? Et ça amène forcément à des dérives. Et en plus, tu rentres derrière le cadre professionnel où là, il y a des enjeux de gros sous derrière, ça amène forcément des gens véreux. Il faut faire super attention. Faut faire super attention et je trouve que le système fédéral français, cette façon de donner à des gens qui ont des intérêts privés, un pouvoir sur une entité publique, c'est une aberration. C'est une aberration. D'ailleurs, je sais que l'Europe a déjà condamné la France par rapport à ça. Elle leur a dit: «Les gars, il va falloir changer ça, c'est pas normal». En plus, c'est des situations de monopole qui sont pas légales au niveau du marché. Il va falloir changer les choses. Moi, je dis pas que tu vois, je dis pas que toutes les fédérations sont pourries à 100, c'est pas vrai, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des gens bien qui bossent et qui bossent bien heureusement, mais le système marche sur la tête. Le sport en France doit changer d'une façon ou d'une autre, ça j'en suis convaincu. Oui, ben, d'ailleurs, tu parles d'histoire dans les MMA. Bah, dernièrement, il y a celle de Fernand Lopez qui est sortie. Et Fernand Lopez, il n'y a pas que ça comme dossier, hein. Tu vois, tu as parlé de l'étranger et tout. En Pologne et en Italie, je sais qu'ils le connaissent bien là-bas. Alors moi je suis prudent là-dessus dans le sens où de toute façon moi si j'ai pas de preuves, si j'ai pas d'éléments, je suis pas en droit de dire quoi que ce soit.
Mmh. Tu vois? Voilà, après quand j'entends dire: «Ouais, il y a des histoires, tout le monde le sait», c'est vrai. Il y a des histoires qui circulent et dont tout le monde est au courant, Mmh. c'est vrai, ça c'est clair, que ce soit pour Fernand comme pour d'autres personnes. Voilà. Il y a Ah aussi oui. beaucoup d'histoires qui puisque après, le problème, c'est qu'il y a des histoires qui circulent sur tout le monde. Il doit bien y avoir des histoires qui circulent sur moi, alors que je sais pas ce qu'on pourrait me reprocher, mais sûrement. Il y a peut-être des histoires sur toi, fais Ah oui, gaffe, hein, je on sait pense, ouais. jamais. Je pense, Heu, oui. il y a des histoires sur tout le monde. Après pareil, le problème en fait de ça et la seule chose en fait dont je pense on serait en capacité de parler toi et moi, c'est de se dire que quand il se passe ce genre de choses, quand il y a ce genre d'alerte, ce genre de rumeurs, il faudrait qu'il y ait quand même des gens qui vérifient. Voilà, parce qu'après ça devient dangereux. Si tu as quelqu'un qui est suspecté d'utiliser son pouvoir, d'utiliser son influence pour des choses dégueulasses, il serait peut-être temps d'y réfléchir et de mettre le regard dessus avant que ça dérive, surtout avant de lui donner de la force. Tu vois? Le problème, il est là. Ouais, bah, on C'est a que vu, quand ouais, tu sais, ouais, tu ce que entends ça a qu'il y en a donné. un qui profite de son pouvoir pour faire des dingueries et que tu lui en donnes encore plus, le jour où ça pète, c'est un peu facile de regarder ses pieds et dire: «Ah ouais, non mais moi je savais pas, tu as vu?» Non, faut être responsable, Bah, tu vois? on sait qu'il y a quand même le ministère des sports derrière, hein. Romain Molina l'a révélé ça, C'est ce qui pour se le dit. protéger. Il a révélé, Mmh. il en a parlé. Moi, j'ai pas vu les éléments, factuels et j'ai pas vu les preuves, donc tu vois, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que tu vois, voilà, tu m'emmènes sur le terrain de Fernand, tu vois? S'il faut qu'on parle de Fernand personnellement, moi, je sais qu'il y a eu la période où il a pris, une shitstorm incroyable parce qu'il y avait eu l'histoire que soi-disant Doumbé avait couché avec sa femme et machin, ça avait été affiché sur la place publique. Mmh, Moi, j'ai c'est trouvé ça vrai. scandaleux. J'ai trouvé le traitement médiatique scandaleux. Je veux dire, si le gars, il fait des dingueries, qui soit traîné devant la justice. Par contre, balancer comme ça des rumeurs, des images, des screens, on découpe, on recoupe, on balance et tout ça se fait pas. Donc même moi personnellement, j'avais apporté mon soutien à Fernand là-dessus. J'avais dit: «Je trouve que ce traitement médiatique-là est dégueulasse». Voilà. Moi, je suis honnête, hein, si le mec il fait une dinguerie, il faut qu'il paye, c'est judiciaire, c'est tout. Voilà. Après que ce soit révélé médiatiquement et tout, à partir du moment où le mec il est condamné, d'accord, j'ai pas de problème avec ça. Faut assumer. Mais il faut faire attention, il faut dissocier la rumeur du concret. Mais oui, il se dit que va y avoir d'autres révélations, d'autres histoires, d'autres dingueries, d'autres preuves. Ben, écoute, on verra. Tu vois, pour l'instant, voilà, il y a ce qu'il y a. Bah, tu vois, c'est comme, la dernière rumeur pour l'UFC Paris sur l'histoire de suspicion de 2 athlètes avec le dopage, hein. Tu as vu, le truc, comment ça Mmh, a été relayé? mmh mh. C'est de la folie et puis tu parlais de médias soi-disant spécialisés, bah, c'est de ces gens-là, dont c'est sorti, hein. Ouais, 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 après je sais pas quoi dire. Le problème, c'est que tu as des médias, comme je te dis, il y a des conflits d'intérêts. Tu as des médias qui roulent pour telle ou telle boîte et qui ont envie d'aller emmerder tel ou Mmh. tel concurrent. Donc, on sait jamais ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Moi, tant qu'il y a pas d'éléments factuels, voilà. Moi, je vais dire la vérité, des combattants dopés en France, il y en a une flopée. Il y en a, je le Et sais. Il bien y en a, je sûr. le sais parce que je l'ai vu. Il y en a, je le Mmh. sais parce que la FLD publie les rapports quand il est des pistes. C'est public. Donc tu vois, il y a des noms qui sont pas sortis dans la presse, mais des mecs qui ont bien été chopés et il y a les rapports publics. Donc il suffit d'aller sur le site de la FLD et puis on le voit, c'est aussi simple que ça, voilà. Et puis il y en a d'autres, tu vois, je le sais parce que tout le monde le dit, parce que, j'ai des témoignages, tu vois, qui sont, malheureusement qui sont plus que crédibles, mais je vais pas lâcher des noms, alors qu'il y en a que je peux pas les blairer, hein. Il y en a honnêtement, je te dis, s'ils ramassent un jour, c'est bien fait pour eux parce qu'ils m'ont déjà fait des sales coups aussi. Mais voilà, moi j'ai pas d'éléments, je vais pas m'amuser à balancer les noms, faut être responsable quand même, tu vois? C'est des choses graves. Mais je suis pas surpris. Après la FLD, je crois j'ai vu ça sur leur site, je crois, où ils disaient qu'apparemment, dans le sport en général, sur les dépistages, ils ont 1 à 3 de positifs par discipline. Voilà. Dans le MMA, on est déjà à 10. Et ça, c'est quand même une info qui Mmh. fait mal et va falloir se remettre en question très rapidement et ça fait flipper. Au-delà de la morale, du fait que c'est pas bien de se doper et tout, le doping, c'est de la merde, hein. Moi, je connais plein de gens, qui étaient dans le bodybuilding et tout, qui se dopaient jusqu'aux oreilles et ben quelques années après, vous voyez dans quel état ils sont, ça fait pas rêver. Franchement, ça fait pas rêver du tout. Les cancers des testicules et compagnie qui se trimballent, je vous dis, c'est pas marrant et faut pas toucher à cette merde. Voilà. Moi, je sais qu'il y en a, ils prennent des trucs, justement pour le poids parce qu'ils ont des problèmes de poids, puisque derrière ça leur déclenche aussi des troubles alimentaires. Ils ont des troubles alimentaires et ils prennent des trucs, tu vois? Donc je sais qu'il y en a qui prennent des trucs pour ça. Alors, il y a les combattants qui ont des traitements, parce qu'ils ont des pathologies, qu'elles soient physiques ou Des psychologiques ou peu pathologies, ouais. importe. Voilà, quand c'est le cas, il y a quelque chose qui est tout simple et c'est le rôle des combattants de le savoir. C'est des professionnels, ils doivent être au courant, tu vois, des règles de leur sport et des règles de leur travail. Et c'est aussi le rôle de leur manager, de leur coach, de les sensibiliser là-dessus. En France, on est géré par la FLD, le sport est encadré, il y a un règlement. Si toi, tu es obligé de prendre un produit qui est sur la liste des produits, prohibés par la fédération, de lutte antidopage, tu dois leur en parler, tu dois leur communiquer, tu dois leur fournir tes Ah, ta posologie, c'est comment on appelle ça? Tes ordonnances. Pardon, excuse-moi, j'ai eu un coup de fil. Je sais pas si tu m'entends? Ouais. Donc tu remets à oui, la FLD c'est ton bon là, ça ordonnance où il y a ta posologie de dessus.
OK. Tu remets ton ordonnance et ils voient du coup que tu dois prendre tel produit à telle dose, c'est validé par un médecin et tu as pas de problème. Et tu as pas de problème. C'est aussi simple que ça et même le système est plutôt cool, je trouve, parce que si jamais tu le fais pas, si tu le signales pas et que tu te fais attraper positif, on te laisse un laps de temps dans lequel tu peux contester en apportant ces éléments-là. Maintenant, si tu les apportes pas, ben écoute, soit tu es coupable, soit tu es pas du tout professionnel. Dans les 2 cas, ben j'ai envie de dire: «Tant pis pour toi». Il y a un moment, voilà, tu es en tort, tu es en tort, c'est tout. C'est comme on dit: «Nul n'est censé ignorer la loi». C'est absurde, mais le monde fonctionne comme ça, donc fais avec. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez bientôt un événement qui arrive là, le 21 octobre là, à Bordeaux. Ouais. Un événement qui avait été décalé, qui devait avoir lieu, c'était quand? C'était en juillet, il devait avoir lieu? Je me souviens plus, en juin, non? Juin, juin. Il devait avoir lieu en juin, finalement, il a été reporté là au 21 octobre. Ouais, c'est ça. Le 21 octobre à Bordeaux, à l'Arkea Arena. Gros événement, grosse carte, ça va être sympa. Enfin, j'espère. Ben, comme l'événement qu'il y avait eu précédemment à Genève, qui avait été aussi malheureusement décalé, puisque Ouais. comme tu l'as cité, il y a des gens qui vous aiment pas et qui veulent vous empêcher de bosser. Et d'ailleurs, je crois Ouais. aujourd'hui, c'est entre les mains de la justice, hein, il me semble qu'Abdel a Ouais, porté plainte. on a vécu des histoires assez folles et ouais, et dont certaines sont entre les mains de la justice. Ouais, malheureusement, il nous arrive des dingueries, des trucs, des gens, voilà, après nous on dit qui est qui, voilà. On a des éléments aujourd'hui sur les personnes concernées, mais des gens qui nous aiment pas, qui sont nos concurrents et qui essayent de nous savonner la planche, voilà. C'est-à-dire que ça appelle à nos partenaires, ça appelle les salles, ça dit qu'en fait on paye pas, des dingueries. Abdel avait raconté l'anecdote une fois, genre à Bordeaux, quand la première fois qu'on y allait en décembre, on fait une carte de malade, on fait 4 000 personnes, c'était le record pour une orga française à ce moment-là. 4 000 personnes à Bordeaux, première fois qu'il y a un événement de même à Bordeaux, c'était fou. Et on a l'ingénieur des lumières qui vient nous voir à 20 minutes, 30 minutes de l'événement. Donc tu as toute la salle qui est Attends, pleine et tout. Amaury, 2 minutes, je vais te couper, je vais préciser aux gens. Abdel l'avait expliqué en vidéo justement sur la vidéo là de ce média où la vidéo a sauté, où il avait tout expliqué et Ah malheureusement oui? la vidéo a sauté donc ça serait bien ben ouais, ils l'ont pas remise puisque comme on avait OK. dit, Mais je crois ce qu'il avait fameux expliqué dans un manager autre a fait média sauter avant, la non? Je vidéo. sais plus. Je sais plus. Bon, en tout cas, enfin, en tout cas, voilà, je peux en parler, Ouais, justement, ouais, si tu peux le rappeler parce que comme je t'ai dit, moi j'ai pas de partenaire ouais. ni rien, il y a personne qui va me tu vois, Personne te met la cadrer pression donc à toi. C'est heu, cool. Bah, écoute, ouais, bah, il y a l'ingénieur des lumières qui vient nous voir et qui nous dit, «Je veux la totalité du paiement de ma prestation maintenant, sinon j'éteins toutes les lumières, je mets tout le monde dans le noir». Tu dis: «Garçon, il y a 4 000 personnes là, tu mets tout le monde dans le noir». «Ah ouais, 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 j'éteins tout». Non mais c'est un truc de dingue. Là, c'est enfin, tu peux avoir des morts, hein, dans un truc pareil, tu vois? Enfin, faut être responsable, quoi. On lui dit: «Mais c'est quoi ton problème? On comprend pas». Le mec, paniqué et tout. On lui avait payé, l'acompte, tu payes toujours un acompte au départ, tu vois? Et après tu paies la suite après la prestation, tu vois? Mais non, le mec, d'un coup, il pète un plomb et un autre prestataire qui nous fait le même coup. On se dit: «Mais il se passe quoi? Qu'est-ce qui vous arrive?» Heureusement, nous, on a des gens de la police sur place qui étaient là et qui ont attesté du coup qu'on nous faisait du chantage et que c'est pas franchement légal de faire ça, tu vois? Normalement, c'est comme ça, c'est on paye après sur facture et cetera. Donc les gens ont fini par abdiquer, dire: «Bon, bah, OK, vas-y, c'est bon, on fait notre prestation». Et après coup, ils nous ont expliqué, en fait, ils ont été contactés par des gens, voilà, ils nous ont donné les noms et tout, mais je vais pas m'étendre là-dessus, qui, mmh. leur ont clairement dit qu'en fait, on était des escrocs, on allait pas les payer, on allait se barrer, qu'Abdel allait se barrer avec la caisse à Dubaï et jamais les payer. C'est merveilleux, c'est merveilleux, des trucs comme ça et on vit des trucs comme ça, ouais, à quasiment tous nos événements, ouais, ouais, ouais et des fois, bon, bah, on arrive à gérer, tu vois? Il y a plein de trucs dont on se prémunit aussi et puis des fois ça tourne mal, ouais, comme cet été, on a eu des galères, ouais. Ouais et même à Ouais, Genève, on beh, a eu des galères à Genève, hein, même on a réussi à le faire l'événement, mais on a encore eu des galères. C'est mais je pense qu'à systématique. Bordeaux, on viendra encore vous emmerder, je pense Mais bien aussi, hein. sûr, on va nous emmerder à chaque fois. On va nous emmerder à chaque Ouais, fois, on ouais. le sait. Après tu sais, on est l'orga historique, on a fait le tout premier événement de MMA en France. Voilà, c'était le MMAGP et depuis, je crois que le MMAGP a essuyé tous les plâtres possibles et on est encore là. Écoute, on a fait, je sais plus 12, 13 événements, on est encore là et ça nous empêchera pas d'avancer. Mais c'est une tannée, c'est épuisant. Puis ça c'est ouais, comme tu disais tout à l'heure, ça dénonce un climat malsain, tu vois? Et c'est pas prometteur pour la suite, c'est dommage. Ouais, ben, bien sûr et puis, à Bordeaux, moi j'espère que, voilà, que ça sera encore, de beaux combats comme, déjà j'ai vu la carte et il y a quelques noms que je connais donc je pense que ça promet mais après ouais, l'événement de Genève, c'était même si vous avez eu, au dernier moment encore quelques galères, des gens qui ont essayé encore de vous mettre des bâtons dans les roues, l'événement a quand même eu lieu et il y a quand même eu de beaux combats avec des ceintures
Ouais. Donc voilà, Ouais, c'était un bel événement. Je trouve que sportivement, ça a été une belle réussite. Les mmh, combats étaient beaux. Je trouve qu'on a découvert des combattants qui étaient super intéressants, tu vois? Moi j'ai kiffé et je dis ça en toute objectivité, tu c'est pas pour nous envoyer des fleurs, hein. C'est un combat pourri, je vais le dire, tu vois? Mais, je trouve que globalement, on a vu des choses qui étaient vraiment sympas. Il y a des athlètes qui m'ont choqué, il y avait vraiment ouais, c'était intéressant. Je trouve qu'il y avait du niveau, très, très haut niveau. Moi, je suis satisfait de l'avoir fait, puis c'était pour montrer aux gens que, ouais, on était de retour parce que ça, c'est pareil, il y a des gens et même des médias et je leur en veux beaucoup et peut-être que s'ils passent par là, on sait jamais, ils se reconnaîtront, mais il y a des médias qui ont contacté les combattants prévus sur la carte en leur disant: «Le MMA-GP, c'est fini, l'événement, il aura pas lieu, arrêtez de vous fatiguer pour rien, c'est mort». Et tu les mecs, ils ils ont sont en pas pleine compris qu'en fait, prépa, c'est ils se prennent pour qui ces gens-là? Non, mais tu te mais rends c'est compte? fou Non, mais et les mecs, ils sont en train de se préparer pour faire un combat qui est super important dans leur carrière, tu vois? Et tu as des connards qui vont leur foutre ça dans la tête. Mais tu rends service à qui en faisant ça, en fait? Tu vois? Moi, la question que je me pose, c'est ça, surtout des médias qui prétendent être là, pour soutenir les combattants, tu en as même qui disent: «Ah mais nous, on prend pas parti pour aucune organisation, on est là pour les athlètes». Mais en quoi tu rends service à l'athlète en faisant ça, en fait? Le mec, il est en train de préparer un combat de ouf et tu vas lui raconter dans la tête: «Ouais, non, ça va encore être annulé, tu prépares pour rien, laisse tomber, ça n'aura pas lieu». Moi, j'ai vu des gars sur cet événement, après la pesée, les mecs soulagés, alors ils sont fatigués, ils viennent faire le cut et tout. Les mecs, ils mmh. sont encore en train de trembler et tout. Du coup, là, ils ont les nerfs qui lâchent un peu et tout et ils m'en parlent, ils me racontent. Ils me disent: «Tu sais pas comment je suis soulagé et il y a un tel, un tel, un tel qui m'avait dit qu'en fait l'événement n'avait pas lieu, qu'on était en train que vous étiez en train de nous pipoter n'importe quoi et tout». Mais on est où? On est chez les fous. Voilà et c'est Mais des gens carrément, ouais. importants, hein, des gens connus, hein, qui se permettent de faire des trucs comme ça. C'est super grave et ça rend service à personne, vraiment. Ben, d'ailleurs, tu vois, à Genève, il y avait eu, un petit accrochage entre Cyril Diabaté et Gaëtan Lebris. Ah! Bah, d'ailleurs, comme tu le sais, c'est sur ma chaîne que Gaëtan a lancé les hostilités, hein. C'est chez moi Ah que ça ouais! s'est Oh passé, putain! hein. Ah ben non, j'ai pas Oui, percuté. je te Ah l'avais ouais? Mais si, oui! qui Putain, mais dit si, si, que si, c'est Cyril vrai. a karaté Bushido là-bas et tout, soi-disant machin, mais qu'après Aïe, aïe, aïe. Cyril m'a dit: «Mais qu'est-ce qu'il raconte?» Mais non, il y avait une centaine de personnes, machin, Il y a failli avoir un combat de plus, sur ma carte à Genève. Et tu sais que j'ai voulu rigoler, je voulais l'annoncer et tout, mais bon, finalement, je l'ai pas fait, j'aurais dû. Je regrette, ça aurait été drôle. Ouais, bon après, enfin, ouais, c'est compliqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment toi tu as vécu le truc, mais je crois que Gaëtan, je sais pas dans quel, mood il était, mais il s'est lâché. Tu sais, il Ben a l'air moi, un si peu, tu sais, un tu peu, ouais, mais comme j'ai expliqué à Cyril, j'ai dit: «Mais moi, j'étais sous le cul quand il a dit ça». Et puis moi, je savais pas ce qui s'était passé, j'avais pas eu écho, tu sais, tu vois, qu'il mmh, s'était passé quelque chose de particulier au festival des arts martiaux. Et après, on m'a expliqué, puis il m'a montré des preuves qu'il y avait une centaine de ouais, personnes, tu vois, qu'il allait pas dire bonjour bah, à tout le monde et tout. Et lui, et qu'en plus, Daniel Warin, parce qu'il a dit qu'il a pu discuter avec Daniel Warin. Sauf il faut savoir que Daniel Warin a croisé Gaëtan, c'était aux toilettes, c'était au moment où en ah sortant des merde, chiottes ou en rentrant, je sais pas quoi, il a pas qu'il a voulu de croisé pas lui avoir Gaëtan et serré la main? qu'en fait, qu'ils ont pu échanger parce que sinon, Daniel, il l'aurait pas calculé, quoi. Ah, C'est juste qu'ils se bah sont croisés aux chiottes, en fait. ouais, Tu bah, je vois? sais pas, non, mais Et Gaëtan, bon, moi, je le connais pas, mais il a l'air assez brut de décoffrage, s'il devait être dans son mood, je sais pas et il a voulu un peu, provoquer un peu et le problème, c'est que dans ce milieu, c'est vite électrique, quoi, tu vois? Et puis voilà, il y a pas mal d'ego, il y a pas mal de testostérone et l'histoire, elle vrille, tu vois? C'est en train de vriller complet, c'est n'importe quoi. Bon, moi, je préfère le prendre avec humour parce que voilà, il y a pas eu de drame, mais faut oui, il y a enfin, pas eu de drame, c'est surtout ça, ouais. Gaëtan, pour ton bien, s'il te plaît, si tu m'écoutes, passe à autre chose, laisse tomber, laisse tomber. Toi, petit, c'est pas un bon endroit pour toi, une embrouille avec Cyril, laisse tomber, laisse tomber. C'est Et puis, pour Cyril, ouais. ça va lui apporter quoi? Non, non, c'est idiot comme histoire. Bon, voilà, je le prends plutôt comme un truc marrant. Après, moi, j'ai pas trop bien vu l'embrouille. En fait, je suis arrivé, ça venait de se finir, j'ai pas compris. J'arrive, j'entends parler d'une embrouille dans le lobby de l'hôtel et c'était l'équipe de Gaëtan Lebris et tout. J'ai bizarre, bah, j'ai peut-être il raconte un de ses trucs, je sais pas, tu vois? Et puis je sors et il y avait les gars de la Tch Academy, il y avait les gars de la Snake Academy qui étaient en train de ricaner, tu sais? J'ai dit: «Il y a un truc», tu sais? Et j'étais au téléphone et tout, mais en même temps, j'entends un peu et j'entends que, ouais, il y a eu un problème, tu vois? Et j'ai dit: «Attends, mais c'est fou», je re-rentre et je vois un autre groupe en train d'en parler. Je dis: «Les gars, il s'est passé quoi?» Et là, on me raconte, je me dis: «Ah, c'est complètement fou», En fait, je crois ils se sont croisés, si j'ai bien compris, ils se sont croisés un peu par hasard, pendant la pesée médiatique, voilà. Et bon, ils ont trop rien dit, tu vois? Je pense qu'ils se sont dit que ça servait à rien d'en rajouter une couche. Mais je crois alors, je mets entre guillemets, hein, je suis pas sûr, hein, faudrait demander à Gaëtan, mais je crois que Gaëtan a envoyé un message à Cyril en lui disant: «Ah bah alors, tu pas venu me voir, tu dis toujours pas bonjour», un truc comme ça, tu vois? Et du coup, apparemment, bah, Cyril, il est descendu de sa chambre et il a dit: «Bah vas-y, viens, on va aller discuter dehors». Voilà et je pense que Gaëtan avait pas très envie d'aller discuter dehors. Le problème, c'est qu'en plus, ça a attiré du monde, ça fait effet de meute un peu et ça l'histoire aurait pu mal tourner, c'est un peu con.
c'est comme ça. Ben, pour te dire, c'est que Cyril, ce que Gaëtan a dit sur ma chaîne, il l'a très très mal pris, hein. Parce que ça l'a quand même sali, ça le fait passer pour quelque chose ben, qui ne l'est pas, et puis voilà, hein. Une fois, Cyril, dans sa story, il a publié un truc qui m'avait fait rigoler. C'était un peu du style, comment les gens me voient et tu voyais genre l'espèce de gros ours enragé ou je sais plus, un truc dans le genre, et comment je suis en réalité, tu vois? Et une espèce de nounours, tu vois? Bon, je dis pas que Cyril Diabaté est un nounours, attention, hein, faudrait pas qu'il m'en mette une, tu vois? Mais non. Non, mais Cyril, moi, je trouve que c'est un personnage qui est, tu sais, qui fait un peu brut de décoffrage, qui est cash, qui a une grande gueule, qui a des opinions, qui l'assume, tu vois? C'est un personnage. N'importe qui est abonné, qui regarde ses stories, il comprend que c'est quelqu'un, tu vois? Mais mais c'est pas un mauvais garçon, il est bien éduqué, il est intelligent. C'est possible de discuter avec lui malgré ce qu'on peut se dire et il gagne à être connu, vraiment et je trouve que c'est dommage de lui rajouter une couche, tu vois, sur ce côté un peu bourru qu'il peut avoir. Je comprends que Cyril, ça le fasse chier au bout d'un moment, tu vois? Parce qu'il est pas comme ça. Il est pas comme ça. Après, sur internet, quand il écrit, je trouve qu'il est dur, tu vois? Il est dur de ouf, mais après quand tu discutes pour de vrai avec lui, tu vois, à l'oral, tu comprends en fait comment il dit les choses et en fait, il est plus cool que ce qu'il a l'air, tu vois? Et je trouve peut-être qu'il y a eu une incompréhension de la part de Gaëtan, mais cette image du mec hautain, qui dit pas «bonjour machin» pour avoir Cyril, moi j'y crois pas du tout. Moi je le trouve cool, accessible, vraiment sympa et dur, ouais, mais comme tout le monde, un peu comme tous les gars un peu virils, tu vois? Mais il est pas méchant, hein, pas méchant du tout. Oui, oui, bon après, tu sais, pour Gaëtan, moi j'ai quand même reçu des invités, notamment Maxime Bellamy, Orso Coursou, qui Je pareil connais s'était pas. attrapé avec Gaëtan, bah, c'est un combattant du King of the Street, Ah, qui a eu aussi des histoires avec Gaëtan, qui m'a expliqué aussi des trucs. Bon, laisse tomber, quoi. ouais. Tu vois, c'est pas. Ah mais moi je suis là pour le sport, tu vois? Le reste, Oui, franchement ça pareil, tu vois. m'intéresse pas des masses, tu vu? Je préfère Quand, prendre bah, tout à la rigolade et d'ailleurs, quand j'ai reçu Maxime, on a parlé uniquement de sport, on n'a pas, tu vois, dans la mmh, vidéo, on n'a pas parlé de ce qui a pu se passer avec Gaëtan et tout. Non, on a parlé uniquement de, tu vois, de trucs sportifs. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en majorité, tu vois, mmh, ici. Parce que je fais pas trop des trucs putaclic, tu vois. Même dans les titres de mes vidéos, tu sais, je mets pas les titres putaclic. Parce que, mmh mh. voilà, si tu es intéressé par la personne et tout, tu regardes le contenu, puis basta, quoi. Tu, Ouais. tu cherches pas parce que c'est marqué entre parenthèses, tu sais, comme certains marques, lui, il a machin, tu vois. J'aime Ah pas moi j'ai ça, vu des moi. trucs scandaleux là-dessus, j'ai vu des trucs. Quand Doumbé était chez nous, c'était hallucinant. Bon déjà les médias ont tortillé du cul pendant un an pour arriver à parler de Cédric Doumbé sans jamais parler du MMA-GP, je trouvais ça formidable. Les mecs ils étaient capables de faire des dissertations sur Doumbé sans jamais parler du MMA-GP, tu vois que c'était tu vois des fois ils se cassaient la tête, hein, genre, les autres là, la sueur qui vont te marquer: «Ouais l'organisation du Havre, ouais merci les gars, ouais, super». Non mais c'est d'un niveau, je te jure, c'est pitoyable. Non mais bon et au milieu les mecs ils balançaient des dingueries, des trucs, tu sais? Genre: «Ouais, Cédric a refusé machin, machin, se serait proposé pour affronter Cédric et tout». Et moi, tu disais: «Mais putain, les médias, en fait, qui publient ce genre de conneries, ils me connaissent, ils ont mon numéro, des fois, ils m'appellent quand ils ont besoin d'un truc». Là, silence radio et j'ai mis des stories et tout exprès, des fois, j'en taguais et tout, je disais: «Les gars, au lieu de raconter des conneries, enfin, appelez-moi, tu vois? Moi, je vais vous dire, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai», tu vois? Et tu en as, ils voyaient, ils me lâchaient des vues, tu vois? Genre: «Ouais, bon» et ils continuent à balancer des conneries. Tu en as, ils font exprès, des fois, de balancer des fake news, de colporter de la merde parce que ça fait du bruit, parce que c'est putaclic, comme tu dis et alors qu'ils savent très bien que c'est mytho. Mais je trouve ça absurde. Je trouve ça c'est absurde. Alors ça peut prêter à sourire, tu vois? Mais des fois ça peut être grave, tu vois? Des fois ça peut froisser des gens quand même, tu vois? Quand comme là tu disais Cyril a mal pris que Gaëtan le fasse passer pour un mec hautain, machin et tout. Mais des fois, tu sais, tu as des combattants, ils peuvent super mal prendre, qu'on raconte qu'ils auraient refusé un tel ou qu'ils se seraient échappés de tel combat ou tu sais des ça a des conséquences quand même dire des choses comme ça. Faut faire attention, hein. Faut faire attention. Tu vois, tu parles de médias, il y a aussi un média là qui m'agace parce que moi j'ai entendu beaucoup de choses. C'était pas que j'ai entendu, on m'a aussi apporté des preuves. C'est les maîtres Ouais, fumiers, tu vois, qui font ouais. qui se cachent derrière, tu vois, ils montrent pas leur identité et tout. Mmh. Mais sauf que ces gens-là, dernièrement, il y a le patron du Game of Cage, je sais pas si tu le connais, qui a fait une Vite fait, j'ai vidéo, déjà un discuté réel. 2-3 fois avec lui et je le connais pas Ouais, plus que ouais, ça. t'as David, je peut-être crois. vu un réel. Il a fait un réel au sujet des maîtres fumiers parce que je crois qu'il a reçu des attaques de leur part. Ouais, j'ai vu passer le réel, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et puis voilà, je crois que c'est le moment qu'il faut en parler parce que eux aussi, ça fait depuis un moment qu'ils sont là, qu'ils disent qu'ils sont là pour promouvoir les combattants, machin, et ils tapent sur Mmh. les gens qui les arrangent. Mmh. Mais moi, je sais qu'il y a des gens, les liens qu'ils mettent, notamment pour le Bellator Paris qu'il y a eu, il y a des gens qui ont été arnaqués, qui n'ont jamais reçu leur billet, hein, il faut le Ouais. savoir, ça. Donc les places au Bellator, ça vaut quand même un certain budget. Ouais, mais quel rapport Donc avec les maîtres fumiers? J'ai pas compris.
Mais parce que tu sais, ils mettaient des liens pour acheter et tout. Ils avaient des codes promo, des trucs comme ça et tout. Ah, ils achetaient les places au maître fumier et les maîtres fumiers leur Ben, ils envoyaient pas les passaient places, par c'est leurs ça? liens et tout. Ils commandaient. Ah, Et il y a des gens qui n'ont jamais rien reçu. ah ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai entendu des histoires un peu similaires, ouais. J'ai entendu des trucs. Moi, je sais pas. Ah, mais Alors, moi, moi, je... c'est des combattants qui m'en ont parlé ah réellement, merde. qui se sont fait avoir. Même pour te dire qu'il y en avait Attention, il y au a des départ mythos quand chez ça les s'appelait la combattants trans. aussi. Attention, ouais, ouais, j'en connais qui racontent n'importe quoi Non, aussi. mais Hein. les combattants avec qui je discute, t'en fais pas, c'est Ouais, pas ouais, le ouais, genre de la maison. ouais, Et ouais. pour te dire, à l'époque, quand il s'appelait la transpi, il y avait des gens, pour revenir sur les escroqueries, qui pensaient que c'était Cyril Diabaté derrière. Et il y a des gens Ah qui sont ouais. allés demander des comptes à Cyril. Hein. Sérieux? Ils Oh pensaient que putain. c'était. Ouais, et Cyril a dû leur montrer par A plus B qu'il avait rien Déjà, à tu voir veux me dire qu'il y là-dedans. a des gens assez courageux pour aller demander des comptes à Cyril, c'est des ouf. Non, mais pour lui dire, ouais, c'est toi, machin, derrière la Oh. transpi et tous les escroqueries. Et, Je pense pas. Cyril, et- quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il a pas besoin mais d'être anonyme, justement, t'as vu? Enfin, ça me justement, surprendrait. et parce que tu sais, parce que au début, tapais pas mal sur Lopez, alors c'est pour ça, il y a des gens qui pensaient que c'était lui, tu vois. Ah bah justement non, bah, il pensait que c'était lui pourquoi? Parce que Cyril, ça a été le premier à taper sur Lopez, publiquement, il en a jamais rien eu à foutre. Pourquoi il serait allé Ouais, créer mais un média? il y a des gens qui pensaient qu'au départ, c'était un collectif d'anciens combattants, tu vois, il y en a qui se sont fait des Ah, films. Mais, ouais. non, 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 mais, alors moi honnêtement, je veux dire, puisque tu me lances sur le sujet, tu vois? Je dois mais être un parce que des j'ai le seuls nom en plus gars de la personne, si tu veux, qui est derrière tout ça, c'est ça qui m'énerve en plus. à tu vas Non, avoir non, des mais problèmes. il va falloir que ça sorte parce que tu vois. Ouais, mais tu vois, il y a un manager qui m'a dit, tu vas recevoir des menaces de mort. Il m'a dit. Ah, ouais, bon, tu sais, moi, je reçois des menaces de mort parce que je dis Ah, que Cyril Doumbé va battre Jordan Zebo. Alors, je veux dire, voilà. Non, écoute, moi, je dois être un des rares gars dans le milieu qui est pas abonné au Maître Fumier. Je suis pas abonné. Déjà, à l'époque, c'était la moi, transpi. j'y suis Je me plus suis abonné depuis que je suis au compte, tout ça. OK. Ben moi, en fait, au tout début, quand c'est sorti, c'était il y a un peu plus d'1 an. Je me rappelle, en plus, ça correspondait à peu près au moment où je suis devenu matchmaker du MMA Grand Prix. Que je me rappelle, il y avait l'événement au Havre avec Jérôme Le Banner là et dans les couloirs, c'était fou, ça venait de sortir, tu tout le monde qui se regardait comme ça, qui regardait leur téléphone, qui disait: «Eh, tu vu? Et machin» et tout, ça rigolait, ça se regardait en chien de faïence. Tu voyais un mec rigoler, tu faisais: «Et toi, tu regardes la transpi?» Il faisait: «Ouais» et tout, tu vois? Enfin, c'était, la cour de récré le truc, tu vois? Je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et j'ai pas trop ce genre d'ambiance, tu vois? Mais il y a des potes qui m'ont dit: «Si, si, vas-y, regarde, tu vois ça tu vas voir, c'est marrant». Je dis: «Bon, si c'est marrant, moi ça m'intéresse». Je suis pas le dernier pour déconner, je me dis: «Vas-y, on y va», tu vois? S'il faut, c'est drôle, je regarde, je vois une ou 2 stories, ça a l'air drôle et puis je commence à voir un ou 2 trucs qui j'adhère pas. Déjà, 2-3 vannes, je trouvais très douteuses, très limites, qui sont pas dans mon état d'esprit. Puis, 2-3 infos, des trucs, machin dit que machin, des screens, des trucs. Je dis: «Ah, j'aime pas». Les délires un peu corbeaux comme ça, moi, c'est pas mon dada du tout, je veux pas rentrer là-dedans. Hmm. Et en plus, j'ai vu de suite qu'ils publiaient, tu sais, des screenshots de qui regarde les stories, qui a fait quoi, qui machin. Tu essaies de vite emmêler les gens, rentrer dans un engrenage et tout. Moi, je suis pas fan de ce délire. Bon, moi, tu sais, je suis pas trop bling bling réseaux sociaux et tout. Moi, je m'en branle un peu, j'aime bien rigoler des fois et tout, mais je suis pas là-dedans. Et ouais, ça m'intéresse pas. Je me suis désabonné, c'est pas mon truc, c'est pas pour moi. Donc je me tiens loin de ce truc. Donc je suis pas abonné. Des fois, on m'envoie des screenshots, des trucs, donc il y a des choses que je sais, des infos des fois qu'on publie et tout, on me les envoie. Donc quelque chose que je vois, mais je suis pas et je veux pas rentrer là-dedans. Je suis pas fan. C'est pas lâcher le mot à part parce que moi je m'en fous, tu vu, de toute façon, aujourd'hui déjà, tu peux te protéger de rien. Il suffit que tu un média qui balance: «Ouais, machin est un pédophile» et tout le monde dit: «Ah ben ça y est, machin est un pédophile». Tu vu? Il y a pas de preuve, il y a rien, c'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc tu sais, tu peux te prémunir de rien. Donc tu sais, ça sert à rien d'avoir peur. Mais c'est pas mon truc, tu vois? C'est pas mon truc et je saurais pas quoi te dire. C'est des anonymes qui disent des trucs, personne ne sait vraiment si c'est vrai ou pas, pourquoi. Sur des gens, on va savoir qui leur a répété, pourquoi, dans quel but. C'est trop complexe pour être, Et puis, intéressant. et puis, et puis, les gens, ils se posent même pas de questions. Et ils ont accès du jour au lendemain, comme ça, tu vois, à Ouais. toutes les organes. C'est- Bah, je te dis, moi, le problème enfin, moi, ce que je pense, c'est que tu as vraiment des gens qui veulent du mal à d'autres gens et qui vont balancer des trucs sur les personnes qu'ils aiment pas, ces gens-là. C'est, tu sais, le voisin qui va appeler la police parce que, il t'a vu, tu pas jeté la poubelle dans la enfin, tes ordures dans la bonne poubelle, tu vois? C'est un peu ça. Bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que tu pas jeté les ordures dans la bonne poubelle, peut-être. Mais le voisin, qu'est-ce qu'il va venir te péter les burnes? Quel intérêt? Il te veut juste du mal, il en a rien à foutre de la planète, hein. C'est pas pour l'écologie, c'est parce qu'il te veut du mal et moi, je suis pas là-dedans. Si j'ai un problème avec quelqu'un, bah, je l'appelle, tu vois? Et c'est déjà arrivé Bien qu'il y ait des sûr. comptes anonymes et tout qui me posent des questions sur des affaires, des trucs et tout machin. Moi, je leur dis toujours: «Mais mec, si tu veux qu'on discute, on se donne rendez-vous, tu m'appelles, tu me dis quitte, on discute. Moi, j'ai rien à cacher, enfin, j'ai rien à cacher». J'aime pas trop cette expression parce que le problème, c'est pas ce que tu as caché, c'est ce qu'on peut te reprocher et c'est pas du tout la même chose. Mais
mais moi je m'en fous, je suis libre de parler de ce que je veux, je peux voilà, moi je suis porte-parole là que de la mienne, je balance ce que j'ai à balancer, je m'en fous. Mais pourquoi j'irais colporter des ragots, des rumeurs à des gens que je connais pas, je sais pas qui vont le répéter, pourquoi, dans quel but? Enfin, c'est bizarre, je suis pas là-dedans, moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, tu as vu? Je j'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. Je sais pas, genre il y a Ouais, des et gars que puis j'aime pas, et tu sais, des gens que j'aime pas, ils savent que je les aime pas et je suis pas passé par la transpi pour leur dire, hein. ouais, ouais, mais Voilà. c'est le pire, c'est quand aussi tu sais la personne qui a derrière, c'est ça qui rend fou. C'est que c'est quelqu'un qui est pas à son coup d'essai, tu vois? Ouais, mais ça c'est ouais, ça c'est pareil, c'est faut être sûr. Faut être sûr, hein. Moi, j'ai entendu plein d'histoires, j'ai certaines informations, certains échos, mais pareil, je trouve que ce serait rentrer dans le jeu, tu vois, de jeter l'opprobre sur un gars ou un autre machin et tout, Mais de toute façon, un jour ou l'autre, je ça sais se pas. saura, ça se saura. Un jour ou l'autre, ça se saura. Ouais, puis à quoi Tu bon? vois, Moi, je te dis la là, vérité, je dernièrement, suis pas je suis pas abonné, du coup, moi, ils me dérangent pas, hein. Moi, j'ai pas de problème avec eux, hein. Je suis pas ouais, abonné, je ouais, vois pas ce qu'ils mais font, tu j'ai vois, pas de problème, ça m'apporte il y a le rien, ça patron me va du très Game bien comme of ça. Cage. Tu vois, il y a le patron du Game of Ah Cage qui oui. a commencé à parler. Et il va Mmh. avoir plus de, c'est comme tout, il va avoir plus de gens qui vont en parler du milieu, que ce soit des promoteurs ou autres. Ouais, 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 Puis c'est sûr. ça va être balancé sur la place publique. Et puis voilà. Non, mais ça, ouais, bon, moi, j'ai pas trop vu. Lui, il m'en a parlé un petit peu, hein, et j'avais discuté une fois avec David, il s'appelle, je crois, le gars du Game of Cage. Écoute, moi, je le connais très peu. Moi, ce que je vois, c'est que ce gars-là, il a l'air de bonne volonté. Il a l'air de faire Bien le sûr, gars-là, comme il peut avec les moyens qu'il a, essayer de mettre bien les amateurs bien et tout. sûr, C'est un j'en ai mec, ça a l'air entendu d'être un du bien. Ouais. passionné. Ouais, ouais, ça a l'air Mm. d'être un passionné, ça a l'air d'être un mec qui aime le sport et malgré tout, c'est pas si courant que ça dans le milieu et qui a de belles valeurs sportives, donc je sais pas pourquoi, enfin, je vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher, en fait, tu vois? Enfin, peut-être il a fait une connerie, mais je suis pas au courant. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des orgas qui se concentrent sur les amateurs, qui leur donnent l'opportunité de pratiquer, de briller un peu. Faut pas oublier que les premières années, où le MMA était légal, il y avait aucune organisation amateur, il se passait rien. Les mecs, ils étaient au Bien placard sûr. en train de choper le diabète sur leur canapé avec des paquets de sneakers, tu vois? Donc je trouve ça bien qu'il y ait des orgas amateurs et je sais pas, moi je vois pas l'intérêt d'aller massacrer médiatiquement un tel ou un tel, je sais pas. À la Ouais, limite, tu vois, ce qu'il mais faudrait, si vraiment il y a des problèmes, si vraiment il y a des embrouilles, moi je trouverais peut-être intéressant qu'il y ait, des émissions qui organisent des débats, des discussions, tu vois, avec des gens. mm. C'est possible qu'ils déclarent leur conflit d'intérêts, ce serait intéressant. Mais, je trouve que de balancer comme ça des soi-disant infos, dossiers et tout comme ça, c'est toxique quand même, c'est toxique. J'aime pas trop. Je pense que s'il y a des choses graves à balancer, bah, les gars, appelez la police. Moi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Lopez. Si ouais, il y a des trucs à balancer, bah, appelez la police. Appelez pas Maître Fumier, appelez pas, je sais pas moi, appelez la police. Tout simplement, c'est comme ça. Surtout si c'est des choses graves. Voilà, donc je sais pas si, David a fait une dinguerie, qu'on le dise, mais moi j'ai l'impression qu'il fait du bon boulot, quoi. Enfin, pour ce que j'en sais, je sais pas. Non, mais cherche pas. De toute façon, On sait très bien pourquoi. on n'a pas besoin d'avoir Ouais. qui que ce soit un média, que ce soit Netflix, que ce soit un politique pour nous dire ce qu'on a à dire et penser. Voilà. Faites-vous vos opinions, regardez ce que les gens font, réfléchissez un peu et voilà. Et d'ailleurs, tu parles de combats amateurs. Vous avez remis des combats amateurs à Genève. Ouais, alors en fait, nous on a fait, un MMA GP uniquement amateur en octobre, je Oui, je crois, me l'année souviens, ouais. dernière. Ouais, pareil, c'était la phase où je te dis, il y avait rien, il y avait pas de compétition amateur quasiment, donc on avait fait l'événement était complètement ouf. Il y avait 18 combats, j'en avais prévu 20, mais il y en a 2 compétés, donc j'ai eu 18 combats amateurs. À l'époque, il y avait pas énormément de mecs licenciés et tout, je vous dis, c'était tout le gratin du MMA amateur qui était là quasiment, tu vois? Donc c'était du très, très haut niveau. Personne en a parlé. Personne n'en a parlé. L'événement, on l'a fait à perte, on le savait, hein, que ce serait à perte, on le savait, mais on voulait absolument permettre aux amateurs d'être actifs, donc on l'a fait. Et on les a mis dans des conditions pro. Déjà, la salle, cirque d'hiver, c'est une salle de ouf, captation vidéo, filmée, diffusée à la télé sur Sport en France, en clair, c'est encore visionnable sur le site Sport en France. L'événement est complètement ouf. Personne n'en a parlé. C'est, ça m'a écœuré. Mais bon, c'est comme ça. Derrière, on a essayé de temps en temps, tu vois, de remettre quelques amateurs sur la carte en première partie. Pour 2 raisons. Des fois parce qu'on veut continuer à promouvoir un peu le MMA amateur et tout, mais c'est complexe en termes de logistique et tout pour nous. Heu, Au niveau des normes fédérales et tout, c'est toute une machine administrative et tout qui est compliquée. Donc on le fait pas des masses, mais de temps en temps quand j'ai un combat pro qui s'annule au dernier moment et que ma carte du coup a plus Ah, assez de mmh. combats, voilà, je remplace par de l'amateur parce que les amateurs, ils sont pesés le jour J, donc ils sont pas censés faire de cutting. Parce que derrière, ils peuvent pas rebondir. Donc du coup, ça me permet d'avoir des gars qui prennent un combat en short notice, même s'ils perdent, c'est pas grave, c'est de l'amateur, tu as une belle expérience, tu peux prendre le risque, tu as pas de poids à perdre. Enfin, du coup, ça peut se caler. Donc je le fais souvent comme ça. À Genève, ça a été un peu un mélange de tout. Déjà, j'avais pas de problème fédéral, voilà.
Donc ça déjà, Oui. ça m'a donné envie de mettre de l'amateur. J'ai quelques combats qui ont été annulés, donc c'est un un peu plus poussé et puis on m'a proposé des combats entre des Lyonnais et des Genevois. Je suis plutôt parfait. Ça se boucle vite, c'est facile, ça permet de développer un peu le sport, tu vois, dans ces clubs-là et tout. Il m'a dit: «Vas-y, let's go, ça mange pas de pain, on y va» et c'était en plus, c'était des beaux combats donc tout bénef pour moi. Ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi que tu répondes aux gens sur, quand parce que je sais qu'il y en a pas mal qui posent la question, quand est-ce qu'il pourrait y avoir des combats de grappling au MMA-GP comme on a pu le voir par exemple avec le l'EF ou le KOF? Explique aux Mmh. gens, ce qui vous empêche de Alors, pouvoir bien organiser ça. c'est la fédération. Le problème, c'est que si tu passes par la fédération officielle de MMA, ben tu ne peux faire que du MMA. Je crois que tu peux peut-être faire de la boxe anglaise, parce qu'ils sont affiliés à la Mmh. boxe, anglaise, Ouais, mais encore je à suis la pas fédé sûr. encore, ouais. Mais je crois parce que je crois qu'à l'époque, ils avaient essayé, de dealer un peu avec le Bellator pour forcer le Bellator à faire des combats de boxe anglaise. Il y avait eu un délire, je me rappelle, la première fois que le Bellator était venu en France, il y avait une carte de boxe anglaise prévue sur le Bellator, je sais pas si tu te rappelles? Ça avait fait Ah scandale que le oui! Bellator, ils avaient Ouais, foutu tout ça le avait fait monde dehors scandale et parce tout. qu'ils avaient Ouais, foutu dehors les boxeurs et tout, les gars s'étaient voilà, voilà. préparés, ouais. Ouais, je m'en Voilà, souviens. alors, bon, j'ai entendu plusieurs versions de l'histoire, tu vois? Bah, je veux mouiller personne, mais bon, a priori, du coup, je pense que tu as le droit quand même de faire de la boxe anglaise et du MMA. Est-ce que tu as le droit de faire la boxe anglaise dans la cage ou est-ce qu'il te faut mettre aussi un ring? Je sais pas. Mais tu as pas le droit de faire du grappling, tu as pas le droit de faire de la taille, tu as pas le droit de faire ce que tu veux. Et les organisations qui ont mélangé, du coup, c'est parce qu'ils sont passés par d'autres fédérations, pas par la fédération officielle de MMA. Voilà pourquoi. Après, si on refait un gala en Suisse ou quoi, on est libre de faire ce qu'on veut, mais en MMA, tant qu'on passe par la fédération officielle de MMA, la FMMAF, on n'a pas le droit. Ah ouais. Et donc vous avez organisé en Suisse et ce sera Ouais. où par exemple la prochaine fois? La Belgique, à l'étranger, un truc comme ça? On on est intéressé par le fait de s'exporter. On a de toute façon, on a un orga qui s'exporte, hein. On fait différentes villes en France, ouais, on a fait Genève, on est ouvert, on a eu des propositions de l'étranger, de plusieurs pays. Maintenant, là, pour l'instant, je crois pas qu'on a un projet arrêté sur un pays en particulier, pas pour l'instant, mais on a plusieurs discussions en cours. Mais, ouais, ça peut être intéressant, tout dépend du projet. Tout dépend du projet, faut voir, c'est compliqué d'exporter une organisation, tu vois? Surtout que nous, on transporte notre cage et tout, parce qu'on a notre cage à nous Ouais, ouais, je sais, et Abdel avait expliqué, par rapport justement pour Arès, c'était lui qui avait ouais. prêté au départ la bâche et tout ça, il avait expliqué. Ouais, enfin, il leur a indiqué comment faire pour faire leur bâche et tout Ah ouais, machin, ouais, ouais, c'était ça. ouais, ça allait pas loin, Puis ouais. on a eu des polémiques sur notre cage, je sais pas si tu te rappelles, on nous avait traités de mythomanes parce que soi-disant c'était pas vrai que notre cage elle était homologuée UFC et tout, alors que si, tu vois? On a les papiers officiels de l'UFC qui le prouvent et tout. On a une cage magnifique et on aime bien du coup la transporter. Donc faut voir qui est en capacité de nous accueillir, une salle intéressante où il y a un public intéressant, faut que ce soit rentable, faut qu'il y ait un beau projet sportif et business donc à voir, on est ouvert, on est ouvert. Mais là, je sais qu'on a envie d'être un peu plus actif l'année prochaine. Je sais qu'il y a d'autres villes où on n'est jamais encore allé, où on risque d'aller en France. Maintenant, à l'étranger, pourquoi pas? Ouais et bah, d'ailleurs, tu me diras aller à l'étranger, ça serait logique parce que vous êtes une organisation ouverte à l'international, hein. On a vu par exemple sur la carte de Genève, pas mal de combattants qui venaient d'Amérique du Sud, donc Heu, hein? Sur Genève, ah oui, non, mais non, j'avais des Brésiliens aussi, mais qui étaient, et ouais, tu avais aussi la combattante féminine, elle était aussi d'Amérique du Sud, elle? non, 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 Il y non, en avait une, c'était, ouais. mon combat féminin, c'était Pologne-Russie. Alors c'était sur quelle carte, c'est pas sur la carte de Bordeaux que tu as une combattante féminine qui vient d'Amérique du Sud? Si, sur Bordeaux, l'année dernière, une brésilienne, Ah, Jenny Gotti. Ouais, ouais, moi, je fais appel à des combattants, du monde entier. Ouais, ouais, moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, c'était j'adore ça. un J'adore ça. bah, d'ailleurs, c'était un Vénézuélien, je crois, le l'un Vénézuélien, des David combattants Tachon, qui a fait la ceinture ouais, contre ouais, Alpha depuis. Rocher. Écoute, ce Mmh. gars-là, moi, je suis un fan inconditionnel, d'Alphan Rocher. Je pense qu'Alphan, c'est le plus beau prospect français qu'on ait en bantamweight. Il se tire un peu la bourre avec, Moustapha Aida, mais il y a une belle concurrence entre les 2. Je trouve que c'est, mais bon, voilà, moi, mon opinion, c'est qu'Alphan, a passé un cap clairement et est phénoménal. Et là, il vient de confirmer ça en faisant, un combat de 5 rounds pour une belle ceinture et un niveau tactique, technique, un niveau d'abnégation qui est énorme. Je trouve que ce gars-là, il est pareil, peu de monde en parle alors qu'il est exceptionnel. Mais son adversaire, David Tachon, phénoménal. J'ai été choqué par Daby, je m'attendais pas à ça. Je le souligne parce qu'il y a l'effet de surprise. Alpha, je savais déjà de toute façon que c'est pour moi en France, c'est le meilleur. Voilà, je peux pas être plus clair. Mais Daby, waouh! Ce gars-là, il m'a contacté il y a 1 an et demi, 2 ans, au culot. Il me dit: «Ouais, j'ai envie de combattre en Europe et tout, j'aimerais trop combattre chez vous, machin et tout». Il a vu que j'avais déjà fait appel à des latinos et tout, donc il me dit: «Est-ce qu'il y aurait moyen?» Et sur le coup, je lui dis: «Écoute, la liste est longue, tu as vu, j'ai pas beaucoup de place, je fais pas des événements toutes les semaines et tout, faut que je vois, mais si un jour j'ai moyen, pourquoi pas?»
Et je réfléchis, je regarde un peu ses combats, je me dis: «Mais ouais, il y a quelque chose. Il est talentueux, il a du style, il a un charisme, il y a quelque chose». Je le sentais courageux, motivé et je l'ai noté, tu vois, un peu, je l'ai mis en haut de ma liste. J'ai dit: «Lui, un jour, je le fais venir». Et puis, je regarde un peu, ça coûte très cher de faire venir un gars du Venezuela et tout, tu vois? Si je le fais venir, c'est Ouais, pas pour un petit justement, combat et tout. je t'avais parlé justement de Thibaut Marino, qui est au Ouais, Brésil. Tu m'avais expliqué ouais, que aussi ouais, pour c'est lui, très pour faire compliqué. venir les combattants de là-bas, c'était J compliqué. Ouais. C'est ça, je peux pas faire venir un gars d'aussi loin pour un petit combat, c'est pas possible, ça c'est pas rentable, ça me coûte beaucoup trop cher, je vais me faire Mm. couper les oreilles, tu vois? Donc mais je m'étais dit: «Il faut que je le fasse venir» et puis, je me dis: «Putain, il y a Alphan qui mérite la ceinture». En France, là, des mecs dispo et intéressés, parce qu'il y en a plein qui s'échappent et qui veulent pas l'affronter, mais des mecs intéressés pour Mm. vraiment l'affronter, il y en a plus. Il faut que j'aille pêcher à l'étranger. Je me dis: «Tu sais quoi? C'est le moment». Je fais venir Davy et évidemment, tu réfléchis à toutes les éventualités. Qu'est-ce qui se passe si Alphan il perd? Beh, de toute façon, c'est le jeu. Il va falloir qu'on essaye de voir ce qui est possible pour lui pour la suite, si on peut essayer d'envisager de continuer à le faire progresser, continuer à aller au sommet. Ça risque d'être dur parce qu'en France, il a déjà fait le tour, mais bon, s'il perd, peut-être qu'il y a d'autres gars qui vont avoir envie de venir s'y frotter et je me dis: «J'ai un champion vénézuélien. OK, ça veut dire qu'il faut que je le fasse revenir à chaque fois et tout, c'est un budget, OK. Est-ce que vraiment ça vaut le coup pour moi d'avoir ce champion-là?» Ben en fait, ouais, ça vaut le coup. Le mec est fort, le mec est charismatique, le mec est stylé. Je suis sûr qu'avec ce gars-là, n'importe quel combat sera beau. Donc je me dis: «Allez, ça vaut le coup. Je le mets pour la ceinture» et s'il perd, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais pas me dire: «Bon, ben, tu perdu garçon, retourne chez toi, merci, ciao, non, 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 non». Je lui ai mis un multi-fight direct et je lui ai dit: «Garçon, toi, je te veux avec moi parce que je sais qu'à chaque fois que je vais te mettre sur ma carte, ça va être la guerre» et j'ai gardé Daibi et je suis persuadé que Daibi, un de ces 4, il aura sa chance de nouveau pour la ceinture, j'en suis sûr. Il est talentueux, il est charismatique, il a tout et vraiment j'ai eu un coup de foudre pour ce combattant, je l'ai trouvé super fort, super classe. Un plaisir de bosser avec lui. Donc ouais, je suis très, très content de ce combat pour moi. Le résultat, peu importe, je savais que j'allais être gagnant dans l'histoire et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je vous le cache pas, Alpha, il est très demandé, très, très demandé. Toutes les grosses Je orgas pense. se Ouais. l'arrachent, tout le monde veut Alpha, donc je suis pas sûr que j'arrive à le garder très longtemps, mais j'ai un beau Il va faire au champion moins et une j'ai un beau défense, non? challenger. Il va faire au moins J'espère, une défense. Ouais. j'espère. Ouais, j'espère. On verra, écoute, mais Parce j'ai une belle KT61. La KT61 du MMA-GP, c'est une boucherie. Ouais et tu vois, on a parlé de ce vénézuélien, mais l'Amérique du Sud en général, c'est vraiment un continent qui est émergent. On connaissait déjà les Brésiliens, mais qui est vraiment un continent émergent de Ah, combattants en MMA. On a vu mmh, aussi à l'Hexagone des Péruviens, où notamment Mehdi ouais. Ben Lactar avait perdu contre un Péruvien solide. Péruvien, vénézuélien, je crois que c'est un Vénézuélien qui habite au Pérou, je crois, celui qui a battu Ben Lagdar. Mais il y avait un autre Péruvien sur la carte qui a affronté, Anthony Didi, qui était très fort aussi. Je crois que les Ah 2 oui, gars venaient oui, du même club. qui a défendu la Ouais. lutte. Il paraît ouais, que ça avait impressionné les gens, sa défense de lutte, Anthony Lee. Ouais, ouais, ouais et Pastran, il s'appelait, je crois, le Vénézuélien qui a battu Ben Lagdar. Gros KO phénoménal, ce Vénézuélien, il se faisait bouger Une grosse techniquement au patate, ouais. départ, mais on l'a senti Mm. qu'il était, habitué à prendre des coups, qu'il était présent, qu'il allait être dangereux jusqu'au bout, ça a pas loupé. Ouais, combattant intéressant, ouais. Mais ça pareil enfin, ça m'a crevé le cœur quand j'ai vu le gars après qui prend le micro, qui dit: «Ouais, s'il vous plaît, demandez à Hexagone, j'aimerais bien revenir pour refaire un combat en France». Mais ils sont ouf, ils l'ont pas signé, putain, mais signez-le, le gars, il est fort. Il est fort, il est stylé, il est courageux, c'est pas tout le monde qui accepte de prendre Ben Lagdar, gardez-le. Mais bon, après, c'est un budget, ça coûte cher. Mais moi, j'ai pas de mal à investir sur des profils étrangers si je pense qu'ils valent le coup. Voilà, je préfère ça que d'investir sur des Français qui, sur le coup, tu dis: «C'est moins cher», mais en fait, ils vont rien t'apporter, tu vois? Ils vont créer que des problèmes. Il y a des Français qui sont compliqués à gérer, tu vois? Alors que les latinos, ils s'en foutent, ils veulent combattre. Tu leur Et mets ils ont faim, n'importe qui en face, ils y vont, ils ont pas peur ils ont faim, et ils ont faim. c'est ça et puis ils gagnent. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les mecs sont forts parce que là, bon, Daby a perdu, mais sur une décision très, très serrée. Moi, je l'ai dit au coin de la old school et tout, je leur ai dit: «La vérité, moi, sur le coup, je donnais plutôt Daby gagnant». En toute franchise. Voilà, alors que la old school, moi, enfin la old school, c'est la famille. Ils sont au même AGP depuis le début, on bosse ensemble depuis longtemps. Voilà, j'ai de l'affection pour eux, même si je leur fais pas de cadeaux, tu vois, les pauvres, mais j'ai une très bonne entente avec eux. Mais là, sur le coup, je voyais plutôt Davy gagnant. J'ai revu le combat, je sais pas le dire. Je suis pas assez expert, je pense, sur le scoring. Le combat est très, très serré, mais d'habitude, les latinos, ils assurent. Moi, je vois mes brésiliens au même AGP, la plupart, ils gagnent, hein. La plupart, ils gagnent Ah et les mecs oui, sont forts, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je crois qu'il y a oui. un peu une psychose où les gens, ils se disent et je pense que les organisateurs se disent: «Ouais, mais il faut qu'on ait un champion français pour que le public s'identifie à lui et ait envie de le suivre. Un champion étranger, ça nous met dans la merde».
J'y crois pas trop. Alors peut-être je suis naïf, mais moi qui suis pas du tout porte-drapeau et tout, et c'est vrai que je suis peut-être un cas à part, mais moi j'ai aucun mal à m'attacher à un champion brésilien, un champion chinois, un champion ouzbek, je m'en fous. Si le mec est fort, Ouais, charismatique et fait des super combats, tu vois? mais tu vois, ça me fait revenir là-dessus, c'est parce que c'est une question, on est des puristes, on aime ce sport. C'est que les Ouais, gens, ils vont surtout s'identifier à la personne, mais c'est tout le système à l'américaine. On, ouais. on le voit par exemple pour un Benoît Saint-Denis. Certes, il y a ses performances dans la cage, mais c'est surtout pour son passé militaire, tout ça. Tu vois, Ah, le une storytelling. histoire, tout ce qui est, ouais, c'est ça. Les gens, c'est surtout là-dessus qu'ils vont se rattacher. Ouais, mais je pense que tu peux très bien faire un très bon storytelling et avoir des personnalités très attachantes, même chez les étrangers. Hem, Non, mais je il y a les parlais combats pas justement des étrangers, je parlais des combattants en général. ouais, ouais, bah, justement, bah, c'est pour ça que je pense que peu importe d'où ils viennent et tout, si le Bah gars ouais. a une histoire, a du charisme et tout, il peut être une star, peu importe d'où il vient et je trouve ça cool. D'ailleurs, le combat Thug Rose contre Manon Fiorot, je pense qu'il y avait un bon pourcentage des Français qui étaient pour, Rose parce que Rose, elle a une cote, elle a une personnalité, elle a un style. Je pense que beaucoup de gens adorent Rose, tu vois? Pourtant, là, c'était un duel, franco-américain, tu vois? Hem, ouais, mais moi, je suis attaché à ça. J'aime les combattants et d'ailleurs ça fait partie un peu de mes critères de recrutement. J'aime bien les combattants qui ont du style, qui ont de la personnalité, qui ont quelque chose, tu vois? J'aime bien. Franchement, j'adore ça et c'est v on m'a déjà reproché, tu vois, peut-être de pas assez mettre en avant la personnalité de nos combattants et tout, même AGP, c'est vrai, peut-être on peut progresser là-dessus, on le fera, tu vois? J'entends, hein, mais on a des combattants qui sont spéciaux. Vraiment et moi je les connais personnellement et souvent, quand je choisis un combattant, c'est parce qu'il a quelque chose, un truc qui m'a touché, tu vois? Et vraiment il gagne à être connu et après d'où il vient, je m'en fous. Je m'en fous. S'il vaut le coup, tant pis, je le fais venir. Là, j'ai signé un ouzbek, phénoménal. J'ai un ouzbek à 19 ans, il était déjà 6-0, il vient d'arrocher une victoire de malade au One Championship, le mec un tueur à gages. Mais pareil, du style, du charisme, tant pis si je dois le faire venir d'Ouzbékistan, je le ferai venir d'Ouzbékistan, c'est pas grave, tu vois? Si ça Et vaut le par coup. là-bas, c'est très fort aussi, hein. Ça Dans ça, ces c'est des coins et pays tout, émergents c'est aussi pour le coup. très Kazakhstan, costaud. Kirghizistan, c'est des tueurs, tu vois? Moi, justement, je les ai fréquentés un Bah, peu par le sambo et ils m'ont cassé la gueule quelques fois, tu vois? Je connais bien. bah, en figure de proue, tu vois, ils ont Shafkat, hein. C'est un peu Shafkat, la ouais, figure de ouais. ces pays. Il y en a d'autres, il y a Ouais, il y en a Valentina, d'autres, mais je veux dire, Valentina, celui qui est à l'UFC actuellement, qui tombe bien et tout, c'est lui. Bon, après les autres, ça va arriver, il y a mais pour Valentina l'instant. Shevchenko, on l'oublie, mais Valentina Shevchenko, elle combat avec le Ah drapeau ouais, les kirghize. Kirghizes. Ben Mais ouais. elle vit pas au Pérou, je sais pas quoi, elle a le drapeau péruvien aussi, je sais pas. Alors je crois qu'elle a un parrain russe, un parrain kirghize et qu'elle a grandi au Pérou. Il y a un truc comme ça, je sais pas Ouais, exactement, ouais, mais c'est comme Fiziev. Sa mère est ouais, russe, son père est ouais, d'Azerbaïdjan, mais il est né au ouais Kyrgyzstan. et il habite en Thaïlande, je crois. Enfin bon, c'est ouais, 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 c'est ça. c'est ça. Ben ouais, pourquoi pas, chacun son truc, chacun son histoire, tu vois? Ouais. Mais ouais, ouais, il y a, les pays ouais, ouais, ces pays-là sont en train d'émerger, ils émergent grave. Ouais, il y a des combattants mais c'est ça le truc en France, ça, tu sais, j'essaie de replacer un peu. On a un problème avec ça. C'est que chaque fois qu'un mec est, 5-0, 6-0, on te l'annonce comme, le futur champion UFC, le prospect machin Ah oui, blablabla, bah, ça s'arrête pas. et on s'enflamme de ouf. C'est comme dans le foot, hein, tu mets un but, tu es le meilleur du monde, tu rates un penalty, tu es qu'une merde, tu vois? C'est en MMA, Mm. c'est un peu comme ça, tu vois? Jean-Pierre Lagdar par exemple, puisqu'on en parlait, tu vois? On nous a dit: «Ouais, c'est le futur machin et tout, machin, machin» et c'est peut-être vrai. Il a pris un KO, d'un coup, ouais, en fait, c'est une quiche surcoté, il fait trop le malin. Les gars, tranquille, oh, tranquille. Le mec est fort, donc peut-être qu'il va faire quelque chose de bien. Mais en même temps, peut-être qu'il peut sous-performer, prendre un KO, ça arrive, c'est le jeu. C'est ni, le futur John Jones, ni une merde, faut relativiser. C'est un très bon athlète, tu vois? Faut tu sais, faut tempérer un peu en France, tu vois? On a du mal avec ça et les gens comprennent pas qu'en fait, des mecs 6-0, 7-0, mais j'ai envie de te dire 12-0, 13-0, tu jettes un caillou au Kirghizistan ou en Tchétchénie et ça tombe sur un mec qui est 14-0. Faut relativiser, tu vois? On se regarde trop le nombril à l'échelle du monde, le niveau est très, très chaud. C'est ce Très, que je très, dis, très, c'est ce très, que je très dis chaud. souvent. Je l'ai souvent dit. Il y a des mecs, même des gars sur une île en plein milieu du Pacifique, tu Mmh. vois, il y a des tueurs, tu vois. Donc, Et oui, il y a du niveau de partout. Donc, il faut arrêter de. grave. Mais grave. Bah, tu regardes le One Championship, là, ils font combattre des Philippins, ils font combattre, des gars de pays qu'on n'a jamais vu à l'UFC même des fois. Les mecs ont un niveau, c'est lourd, très, très, très lourd. Donc faut toujours relativiser. Voilà, quand j'entends: «Ouais, mais lui il est 6-0, il mérite l'UFC». Non, 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 les gars, ça veut dire quoi, il mérite l'UFC? Eh, regardez pas, ce que le mec a fait, Et regardez ce puis, il qu'il se parle fait à que de l'échelle lui. mondiale.
il parle que de l'UFC, parce En qu'on plus. sait très bien que l'UFC, en termes de rémunération des combattants, c'est pas eux qui les payent le mieux. Les mecs peuvent toucher mieux, par exemple, au KSW ou au One. Je suis moins d'accord là-dessus, mais on en parle après si tu veux. Ouais, mais je veux dire, ça compte hein, quand tu vois ce qu'ils proposent à des combattants au Ouais. KSW au One, contrairement à l'UFC, tu vois, quand tu sais qu'ils redonnent que Ah, 13% de leurs bénéfices aux combattants et que les autres sports aux États-Unis, ils en donnent bien plus. alors, là, il y a eu plusieurs choses et je sais que ça parle beaucoup tout ça en ce moment, c'est un sujet intéressant, mais on est déjà là depuis 1h20, j'ai pas envie de te faire un podcast de 3 heures. Moi, je suis dispo, mais c'est toi qui vois. Si tu veux que j'aimerais Non, là-dessus, mais ça mais peut moi, il prendre n'y un a pas peu de de temps. problème, hein, vas-y, on en OK, parle. OK. Alors, moi, je fais attention à ce storytelling là. Les médias parlent beaucoup, tu sais, on le disait, ils disent beaucoup de conneries des fois sur les combattants, machin, sur, le matchmaking, sur plein de choses. Ils en disent tout autant sur le business et j'entends des chiffres, des stats, des trucs, des éléments de langage qui je te jure, ça me fait saigner les oreilles. Quand j'entends: «Ouais, l'UFC donne que tant de leurs bénéfices alors que les autres orgas machin». Attends, attends, attends. Dans le monde, je crois que tu dois avoir 90 des organisations de MMA qui sont en déficit et Oui, je te parle de ça je sais. déficit, Ouais. je te parle pas les mecs, ils ont un découvert de 15 balles parce qu'ils sont allés au kebab un dimanche soir en fin de mois. Non, 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 je te parle de déficit énorme qui se compte en millions de dollars, tu vois? Donc quand on me dit: «Ouais, mais tel orga, ils peuvent te payer tant». Ouais, mais avec quel argent? D'où ça sort? Est-ce que vraiment tu vas être payé? Pendant combien de temps? Tu vois? Faut resituer un peu le contexte. Tu vois? Moi, signer un contrat d'1 million dans une organisation qui va me faire combattre une fois, qui va jamais me payer ou qui va me payer la moitié, puis qui va finir par disparaître parce qu'ils sont dans la merde, j'y vais pas les yeux fermés, tu vois? Faut relativiser. Il y a beaucoup d'organisations qui ont de gros, gros, gros problèmes d'argent, donc attention à ce qui est promis par rapport à ce qui est donné. Et petit à petit, on voit des organisations qui reviennent en arrière sur leurs tarifs. Tu parlais du One. Le One, il y a de très, très grosses polémiques sur le One en ce moment. Parce que le Je One, sais, ouais. apparemment, il cache des déficits énormes dans les paradis fiscaux. Apparemment, ça magouille un peu parce qu'ils sont grave dans la merde. Voilà. Ils rachètent leurs dettes avec d'autres boîtes qu'ils ont montées. Enfin bref, un bordel. Donc apparemment, c'est très compliqué ce qui se passe au One. Et moi, j'ai une très bonne relation en plus avec le One, je vais dire la vérité. Et je reçois Oui, des tu offres en du avais One. parlé. Ouais. Voilà, moi j'ai des combattants parce que des fois j'ai des combattants moi, au MAGP qui manquent d'activité ou quoi, parce qu'ils sont pas prévus sur ma carte ou quoi, ils me demandent s'ils peuvent aller combattre ailleurs. Je l'accepte la plupart du temps et en plus même des fois je les aide. On joue le jeu à fond au MAGP, on est vraiment là pour soutenir leur carrière, tu vois? Et j'ai déjà signé des combattants au One, j'ai déjà aidé des combattants à aller au One. Des fois ils ont reçu l'offre du One, ils m'ont dit: «Mais tu sérieux?» Je dis: «Beh, ouais, mais on est mieux payé chez toi». «Ça arrive, ouais». Qu'est-ce que je te dise? Le One, ils sont comme tout le monde, hein, ils aussi des fois ils ont des galères et des fois, ben ouais, ça radine. Des fois le One, il te paye pas ton voyage, des fois le One, il te propose, 2 000 plus 2 000 parce que, ben là, ils ont pas le choix et c'est pas tout le monde qui prend 1 million, tu vois? Faut arrêter. Ouais, bah, C'est d'ailleurs, en parlant d'1 million, je sais que Soldic, l'ancien champion du KSW ouais, quand il a signé au One, rien ouais, qu'à la signature, 1 million. Rien ouais. qu'à la signature, sans combattre. Tu vois, Ouais ça montre l'écart quand même. et c'est ça, parce que derrière moi, j'ai dit: «J'ai un combattant là qui devait combattre au One, un gars de chez moi, ben, il était payé je crois 2 plus 2, 2 000 plus 2 000 en cas de victoire, et il lui payait pas son voyage». Mmh. Voilà. Et ils sont comme tout le monde, il y a des budgets et après moi ça je peux le comprendre, je peux le comprendre. On m'a fait le reproche aussi avec, Cédric Doumbé. On m'a dit: «Ouais, vous avez Cédric Doumbé qui est grave, grave, grave bien payé et vous avez des combattants qui sont beaucoup moins payés». Et ouais, mais parce que Ah, mais Cédric qui Doumbé, il remplit nous la salle, c'est rapporte la vie. alors oui, oui et non, il y a pas que Cédric Doumbé chez nous qui remplit la salle heureusement, mais ouais, ouais, on a oui, Cédric Doumbé, il rapporte énormément, il génère énormément. Donc c'est pas comparable et il y a des combattants, c'est comme ça, il y a des combattants, tu sais moi j'ai le milieu est mal fait. C'est un sport, on dit sport professionnel, mais c'est pas encore assez professionnel. On a du mal à rémunérer les combattants à leur juste valeur. Mais comme je te dis, toutes les orgas sont endettés jusqu'aux yeux. Si on pouvait faire plus, on le ferait, mais on peut pas. On peut pas. Et l'UFC, pour le coup, qui prend beaucoup de coups, qui est beaucoup critiqué par rapport à leur politique de salaire. Déjà, moi, je suis pas persuadé que tous les chiffres qui sont annoncés sont vrais. Et en plus, qui propose mieux? Qui propose mieux? Moi, je pose la question parce que quand on me dit: «Ouais, la PFL propose mieux», non, non, non. La PFL propose mieux, pourquoi? Parce que c'est Cédric Doumbé. Ah ben oui, mais vous croyez que tout le monde à la PFL touche ce que touche Cédric Doumbé? Mais Non, pas du je tout. crois que dans les premiers, je crois que c'est 7 000 $, je crois, les premiers, pour le Ouais, premier surtout que combat. maintenant la 7 000 plus PFL 7 font 000.
Ouais, surtout que maintenant la PFL, ils font des combats hors du tournoi et ces combats hors tournoi, alors à part ceux qui sont pay-per-view là, qui vont faire et tout, qui vont palper, mais des combats de début de carte et tout, ouais, ça peut être moins bien payé. Mais à l'époque, moi en tant que manager, j'avais déjà signé un combattant à la PFL et à l'époque, ce qui se pratiquait, alors c'était le covid et tout, puis c'était un peu le début de la PFL, mais le combat de base de la PFL, dans le tournoi, parce qu'ils faisaient que du tournoi ou presque, c'était du 12 000 plus 12 000. C'est ce que donne l'UFC aujourd'hui. OK? Ça, c'était la base et puis si tu passes à des tours, tu as des bonus jusqu'au 1 Ouais. 000 000 de la fin du tournoi. Mmh. Par contre, alors tu peux dire: «OK, c'est comparable avec l'UFC». Non, parce que c'est 12 plus 12, mais pour aller affronter 10 des mecs les plus forts de la planète. C'est pas pareil si tu rentres à l'UFC, qu'on te dit direct: «Vas-y, on te file 12 plus 12 et tu affrontes Khamzat Chimaev», ou si on te dit: «Je te file 12 plus 12 et tu affrontes un mec qu'on vient de signer, qui est ranking, 200 ou 300». Alors même, j'ai envie de te dire, si moi la PFL me propose 20 millions pour affronter Ray Cooper, 20 millions pardon, je veux dire 20 000, 20 millions j'y vais. Mais 20 000 pour affronter Ray Cooper ou l'UFC me propose 12 000 mais pour affronter un no name, un gars de bas de tableau et tout que j'ai plus de chances de battre, faut le réfléchir. Faut vraiment le réfléchir. Voilà. Ouais, c'est une Surtout qu'à gestion de l'UFC, tu carrière. as ton contrat c'est ça, puis c'est une décision court-termiste aussi parce que l'UFC, tu as ton premier contrat. Si tu performes, et c'est à toi de performer, mais si tu performes, que tu gagnes tes combats, que ça se passe bien, derrière, tu as un nouveau contrat qu'on te propose et là, les chiffres montent très vite et là, derrière, bah, PFL et tout, ils sont pas forcément capables de s'aligner. Et si en plus tu es la nouvelle poule d'or, On peut te protéger sur le matchmaking, alors que dans le tournoi de la PFL, non, et surtout que ce qui est pas assez dit et c'est là que les soi-disant experts, au lieu de pipoter, ils feraient mieux de bouger leur cul et de faire vraiment leur boulot, creuser vraiment comment ça se passe, le matchmaking de la PFL, parce que c'est un tournoi, oui, en matchmaking et ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas un tirage au sort. Alors ça paraît être un détail, c'est pas du tout un détail. Imaginez dans le foot, si l'organisateur est capable de choisir quelle équipe affronte qui. C'est comme s'il pouvait choisir le gagnant de sa compétition. mmh. Et ça, c'est pas rien. Alors faut faire attention, tu vois, où tu signes et quelles sont les conditions. Si tu regardes juste les chiffres, c'est un peu facile, tu vois. Voilà, faut regarder. À côté des chiffres, il faut mettre, les conditions du contrat, les adversaires, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, tu vois? Donc quand on tape sur les doigts de l'UFC, attention, attention. Quand tu rentres à l'UFC, c'est une plateforme incroyable. Tu prends de la réputation, tu prends des followers, tu prends plein de choses, ça t'apporte énormément. Sinon, mais pourquoi les gars continuent à aller à l'UFC? Il y a plein de combattants qui ont pas envie d'en partir, hein, crois-moi. Ouais, parce que tu vois, tout ce que tu parles, ça a donné, ça a donné une importance puisqu'il y a Francis qui a apporté un point, en balançant aussi sa version et puis en signant en PFL en disant machin et tout, tu vois? Ouais, mais voilà, c'est Francis Ngannou, c'est un cas particulier. C'est pas n'importe qui peut s'amuser à négocier ce que lui négocie. Puis Francis Ngannou, c'est un mec, il a 1 million d'or au poignet et il te dit: «Ouais, je suis pas assez payé». Est-ce que son discours et peut-être qu'il a raison, hein, et sûrement qu'il est pas assez payé et sûrement qu'en réalité tous les combattants devraient être mieux payés et tous les combattants devraient toucher ce que touche Francis Ngannou. Dans l'absolu, je suis d'accord. Mais c'est pas possible, c'est tout. C'est juste pas possible et voilà, faut l'entendre, faut l'entendre. T'en fais Et moi pas, je trouve que le dis bientôt là, il sera bien payé, bien bientôt, il pourra pas se plaindre. je pense, mais pourquoi? S'il est bien payé pour faire des combats, d'anglaise un peu freak show et tout, bon écoute, tant mieux pour lui, tu vois? Je vais pas lui jeter la pierre, mais sportivement, moi ça m'intéresse pas du tout et franchement, si c'est pour faire ça, écoute, ben c'est bon, on arrête la MMA, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. C'est comme la PFL, moi j'adorais le concept de base avec les tournois, les qualifs et tout, j'adore, j'adore. Mais là, s'ils commencent à nous dire qu'ils vont devenir les numéros 1 en faisant des combats pay-per-view avec du, Jake Paul contre je sais pas qui, moi ça m'intéresse pas. S'il vous plaît, laissez-nous l'UFC. Voilà, laissez-nous En l'UFC. plus, Parce qu'on peut dire ce qu'on il veut me de semble l'UFC, mais au savoir moins il y a du MMA et au moins il y a du niveau et au moins il y a de l'enjeu, tu vois? ouais, mais il me semble qu'en plus au PFL, il y a les Saoudiens qui sont entrés dans le Ouais, je sais pas. Alors ça, moi, c'est un peu attends, excuse-moi, j'ai mon téléphone à charger, hop. Ça, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression, mais après c'est que mon impression, tu as vu, je suis pas assez de près tout ça, j'avoue. Je suis plus trop concerné par tout ça, je suis plus dans le management, mais j'ai l'impression que à la PFL, chaque année, tu as des nouveaux investisseurs qui rentrent. Tu dis: «C'est cool», mais en fait, c'est parce que chaque année, il y en a un qui est parti, tu vois? J'ai mmh, l'impression que ça rentre, ouais. ça met 1 million puis ça repart. Puis tu en as un autre qui dit: «Allez cool, je vais mettre 1 million» et après il dit: «Ouais, non, j'aurais peut-être pas dû» et ça repart. Ça va tenir jusqu'à quand, tu vois? J'ai pas l'impression que ce soit encore hyper, hyper stable, tu vois? Le projet est ambitieux, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est un peu comme ça, tu vois? À voir. Ouais et puis il y a aussi les histoires avec le Bellator qu'on entend, qui voudraient les racheter ou je sais pas quoi, Moi, j'ai des infos on là-dessus, mais verra. j'ai le droit de rien dire. Je dirai rien, j'ai rien à dire. Ouais, parce que après, si tu veux, pour le Bellator, ça montre que il se ferait racheter parce que
tu vois, derrière, après leur Bellator 300, il y a pas grand-chose hein, derrière qui arrive. Comment ça? Ben, en termes de cartes et même au niveau des tournois, tu sais, ils se sont calmés sur les tournois et tout. Il n'y en a pas eu tant que ça. Hein. Bon, là, il y a le tournoi actuel des lightweight, là, Mmh. avec Ousmane, Beh, c'est que qui va faire la finale, là. c'est pas assez suivi le Bellator. C'est pour ça aussi qu'on a du mal un peu à jauger, de l'intérêt et tout, mais ils font de très belles choses, hein, ils font des très belles cartes. Le problème, c'est qu'ils sont un peu dans Bien l'ombre de sûr, il y a des l'UFC très parce bons que combattants. Ouais. ouais, ils sont un peu dans l'ombre de l'UFC parce qu'ils sont quasiment sur le même modèle. Donc moi, c'est ce que je dis, je vois que toutes les orgas essaient un peu de faire le modèle UFC. Moi, j'aime pas trop parce que, beh, franchement, si c'est pour faire une UFC Wish, ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. Déjà, Bah, la plupart des gens ne tiens, regardent pas l'UFC. Ceux qui regardent l'UFC, ils regardent que la main card. Et encore, même parmi eux, la plupart ne regardent que le main event ou les 2-3 combats qui leur plaisent. Est-ce que tu crois vraiment que tu as des mecs qui vont se casser le cul à payer pour voir des organisations qui sont des UFC Wish? Jamais de la vie. J'y crois pas du tout. bah, d'ailleurs, ça me permet de poser cette question. Qu'est-ce que, selon toi, il faudrait faire pour concurrencer réellement l'UFC et pas faire un Il UFC faut, Wish? Qu'est-ce qu'il faudrait proposer, il justement? faut un concept et en ça, la PFL a frappé fort. Le concept du tournoi, pour moi, était très très bien. La façon dont ils gèrent le tournoi et tout, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, le fait que ce soit matchmaking, pour moi, ça pose question, mais le concept du tournoi à 1 million et tout, je trouve que c'est une super idée. Et c'est pour ça que la PFL était intéressante. Et moi, j'en veux beaucoup aux médias d'avoir fermé les yeux sur cette organisation pendant trop longtemps. Alors, je te dis pourquoi, parce que quand j'étais manager, j'ai signé un combattant à la PFL en plein Covid. Il se passait plus rien. Même l'UFC était à l'arrêt. Même l'UFC était à l'arrêt. Ok. J'ai signé un combattant à la PFL. C'était que le deuxième de l'histoire, le deuxième français de l'histoire à gagner à signer là-bas. Il y avait encore jamais un Français qui avait gagné un combat là-bas. Donc c'était intéressant. J'ai fait le tour des médias, personne n'a voulu en parler. J'avais dit les gars, oh j'ai signé un super combattant là-bas, il se passe rien, vous avez que ça à foutre. Ça ils me répondaient pas, ils me disaient ouais non pas intéressant. Et puis c'est maintenant que ça y est, les médias américains se réveillent un peu et commencent à dire hey, il se passe des trucs à la PFL, que ça y est maintenant ils sont tous en train de leur bouffer le cul. Les gars, un peu d'objectivité, un peu de professionnalisme, creusez, renseignez-vous quand même. Vous êtes capable de voir si la chose a de la valeur ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la sueur les dit pour venir leur renifler le cul et dire répéter ce qu'ils ont dit. C'est une aberration. Voilà. Et la sueur, pour le citer qu'eux, voilà, m'ont ignoré. Ils ont refusé de parler de ce combat, alors que pourtant il se passait plus rien. C'est aberrant. Et maintenant ils se réveillent. Bon, mieux vaut tard que jamais. Mais oui, la PFL, Mmh. c'est intéressant parce que c'est conceptuel et c'est un concept, je pense, qui peut fonctionner. Voilà. Et d'ailleurs, Il y a moi, même à GP, l'Octagone j'ai mis en place des tournois aussi, justement pour ça. Parce qu'il faut des concepts, il faut renouveler, il faut de l'enjeu. Voilà. bien sûr, il y a l'Octagone aussi qui propose, le tournoi à 1 million. Ouais, Octagon, il commence un petit peu à innover aussi, c'est bien. Bellator a tenté un Bah, peu à faire d'ailleurs, des ils vont petits en tournois Angleterre, aussi, là. c'est Ils vont bien. faire un truc en Angleterre, mais pareil, ils font un truc aussi d'influenceurs, là, un combat d'influenceurs, là, un humoriste contre je sais pas quoi, Ouais. là, aussi. Ouais, ça se fait un peu. Moi, je suis pas fan, je suis pas trop freak show, c'est Moi pas non mon plus, truc. je suis pas Moi, fan j'aime de le ces sport. trucs. Mais Enfin, j'aime bien, mais faut pas mélanger les torchons et les serviettes, tu vois? Il y a une orga, par exemple, en Pologne, Fame MMA, pardon, qui propose, des combats freak show et puis ils se revendiquent, ils appellent ça oui, freak je sais, fight. ouais. Eux, ils sont voilà et pourquoi pas? Écoute, il y a un public pour ça, les gens font ce qu'ils veulent, il y a pas de mal à Oui, s'il y a un s'amuser, tu public vu? pour ça, ouais. Et Oui, bon, oui, c'est rigolo, quand tu as des c'est combattants rigolo. pros au milieu, tu vois, là, par Voilà, contre, ça fait pas la même, quoi. mais s'il vous plaît, laissez-nous l'UFC, laissez-nous des organisations où il y a vraiment que du sportif, il y a vraiment du gros niveau, où il y a des vrais combats. J'ai pas envie qu'il y ait que du freak show, tu vu? J'ai pas envie que ça vire mal. Moi, c'est ma hantise, là, ça se parle, hein, ça se dit, tu vois, que l'UFC pourrait être en train de capoter à cause des affaires judiciaires qu'ils ont et que la Mmh. PFL et tout pourrait devenir les numéros 1 et tout le monde dit: «Ouais, youpi, c'est génial». Je suis pas sûr les gars, on sait ce qu'on perd, on sait pas toujours ce qu'on gagne, hein. Moi, comme je te Ouais, dis, ouais. si le numéro 1 commence à nous faire du Jake Paul, du machin, moi ça m'intéresse pas du tout, hein. Ah ouais. C'est vrai que bon, Du coup, moi, ben, je suis team Amaury, UFC à fond, voilà et c'est ben, pas je pense comme beaucoup de personnes, hein. de moins en moins parce que tout le monde écoute les storytelling, les conneries qu'on raconte, voilà. Mais l'UFC, en tout cas, ils ont les reins solides, ils sont actifs quasiment toutes les semaines. Ils nous font des super cartes, ils nous vendent du sport, ils nous vendent du rêve, on a des beaux combats. Moi, il y a aucun intérêt à ce que ça s'arrête. Voilà. Après, oui, ce serait bien qu'ils puissent lâcher un peu plus de bif aux combattants, évidemment, mais faut y aller tranquille, faut arrêter de les enterrer. C'est pas voilà. Heureusement qu'ils sont là. Franchement, ils seraient pas là, on serait dans la merde. Je le dis. Moi moi après, ouais, voilà, moi j'aime bien regarder un peu, toutes les orgas, il y a de très beaux combattants un peu à droite à gauche. Bien Moi sûr. j'aime bien un peu, de toute façon ça se voit sur ma chaîne, hein, je reçois un peu tout le monde, hein, des combattants amateurs, qui sont pas loin du professionnalisme et d'autres, professionnels Bien sûr. confirmés donc tu vois? Tu peux avoir des super beaux combats, de gars que tu connais pas, des débuts pro, des amateurs, mais bien Mmh. sûr.
évidemment. Mais le problème, c'est qu'il y a pas tant de fans de combat. C'est ça le problème. C'est Il y a ça, peu oui, de que vrais à chaque fans fois je de dis, ouais. combat. Il y a des fans de gossip, des fans de combattants, des fans de De superstars. Les gens, nom, de ils blaze, veulent voir tu des vois? C'est une étoiles. C'est question ça, de c'est le blaze, ouais. lifestyle. Ah, c'est MMA, c'est stylé. Ah ouais, c'est un Irlandais tatoué qui picole, qui tape sa femme. Enfin, ouais, génial, ça fait super. Non, mais non, les gars, ok si vous voulez, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. T'as vu, je m'en branle. Tous ces délires, Ouais, ça pareil. m'intéresse pas du tout, tu vois. T'as des mecs et enfin, moi, je suis les gars parce que c'est des combattants. J'en ai rien à foutre qu'ils se fassent sucer sur son yacht ou tu vois, moi, ça m'intéresse pas du tout. Franchement, c'est un délire. Oui, ça, Tu on vois, en a rien voilà. à faire, ouais. Voilà, et j'espère qu'on va quand même arriver à protéger le sport au maximum de ça. Après que de temps en temps, tu es un phénomène médiatique et tout, pourquoi pas. Par exemple, CM Punk, l'UFC avait été critiqué parce qu'il avait fait combattre CM Punk, pas du tout. CM Punk est légitime à combattre, moi je trouvais ça très bien. OK, c'est un personnage Bah, médiatique, Brock il a un Lesnar petit l'a intérêt fait. un peu fric. Voilà, Brock bah Lesnar oui, l'a fait, pourquoi pas CM Punk? bah bien sûr, CM Punk c'est un athlète professionnel de très, très haut niveau, qui adore ça, qui est un passionné, qui s'entraîne, qui veut vraiment prendre les choses au sérieux. On lui a filé des adversaires qui étaient crédibles, pourquoi pas? Mais bon voilà, écoute, ça a capoté, mais c'était crédible. J'ai rien contre faire un peu de fame, un peu de tu vois? Mais Mais tu faut vois, préserver le sport. maintenant qu'ils ont la WWE, je pense qu'il va avoir des passerelles, ça c'est sûr. Il y a des combattants UFC qui vont se retrouver à la WWE comme Ronda Rousey, hein, comme elle a fait, Mmh. et d'autres de la WWE qui vont revenir à l'UFC, se tester là-dessus. Je pense que Il y en aura c'est quelque chose peut-être qu'ils vont moins, faire. mais c'est possible qu'il y en ait, mais moi j'ai rien contre, c'est des athlètes de top niveau. Maintenant, voilà, je veux que ce soit des vrais combats. Si c'est pour nous mettre 2 combattants de la WWE qui ont quasiment aucune expérience en MMA et les mettre en main event d'une carte UFC pay-per-view, non, ça va trop loin. Ça va trop loin. Faut être dans le juste milieu, c'est tout. Voilà, faut être dans le juste milieu. J'ai je sais pas comment te dire. Moi, des fois, je fais combattre des combattants, des fois, ça m'est déjà arrivé, des combattants qui sont pas promis à un avenir de ouf, qui ont pas forcément le potentiel pour être à l'UFC et tout machin, mais c'est des vrais combattants, ils s'entraînent, ils aiment ça et tout. Et ben, je leur mets un adversaire à leur niveau, j'essaie d'avoir un combat qui a du sens, tu vois? Et ça peut donner un beau combat. Aucun des 2 ne sera une superstar, aucun des 2 n'ira à l'UFC, voilà, mais il y a des beaux combats. Moi, j'aime le combat. Si vous aimez les combats, les gars, vous devez aimer l'UFC et vous devez sûrement aimer ce qu'on fait nous. Mais après oui, si vous voulez de la fame, du freak show, il y a ce qu'il faut, mais s'il vous plaît, nous piquez pas tout, quoi. Tu sais, c'est un peu comme la musique. Moi, j'étais musicien quand j'ai vu les DJ arriver, au début, je dis: «Bon, pourquoi pas s'il y a des gens qui aiment ça?» Mais maintenant, il y a plus de musique. Il y a plus que du remix, il y a plus que du DJ. Ça me fait chier. Putain, laissez-nous kiffer un peu, tu vois? Je veux pas rentrer dans un délire un peu trop commercial, faut garder un peu de valeur, voilà, et j'ai envie que le sport perdure un peu, quoi. Voilà. Bah écoute, Amaury, ça va être la fin là. Je pense qu'on a fait un épisode riche en infos et tout. On a donné un peu Mmh, ouais. notre avis sur différentes questions. Je te propose de dire le mot de la fin si tu as quelque chose en particulier à dire. Bah, le mot de la fin, bah, écoutez, je vais prêcher pour ma paroisse, hein. Suivez le MMA-GP les gars, suivez, l'événement là, c'est 20 octobre, c'est bientôt. Je sais pas quand est-ce que tu as publié la vidéo, mais bon, c'est bientôt, c'est, à Bordeaux, Arkea Arena, voilà, donc ceux qui peuvent bouger, allez-y. On avait fait 4 000 personnes à Bordeaux en décembre, ça avait été une soirée folle. Je pense qu'on est parti pour faire quelque chose de beau aussi cette fois-ci, donc venez. Ceux qui peuvent pas, on est diffusé sur Sport en France, c'est gratuit, c'est en clair, donc hésitez pas à regarder, ça coûte rien et vous allez sûrement kiffer si vous aimez le MMA. Il y a très, très beaux combattants sur la carte, Hubert Boirza, Mathias Poiron, Al Jarouge, il y a du brésilien aussi de top niveau. Il y a vraiment de quoi faire sur Hamza cette carte. Il y Halal, a mon tournoi à combattant 66. du KOTS. Hamza Halal, un gros bagarreur contre Jason Polydor, notre bordelais. Ça va être un derby bordelais, ça peut être fun. Il y a des belles choses, donc regardez, c'est gratos. Je pense qu'on sera aussi sur RMC Sport 2 sûrement, comme d'habitude, à voir. En tout Je cas, on sera crois, ouais. sur Sport en France. En- Donc Hmm. suivez si vous aimez vraiment le MMA, je pense que vous pouvez kiffer, puis voilà, hein. Kiffez, soutenez les athlètes surtout. N'hésitez pas à envoyer des messages aux athlètes. Je trouve on les soutient pas Ouais. assez, même ceux qui voilà, iront jamais à l'UFC ou pas, on s'en fout, ils sont là, ils nous vendent du rêve, ils nous font des beaux combats, donc ils le méritent. Voilà, soutenez les athlètes, soutenez les orgas, quels qu'elles soient, même ceux qui sont nuls, même ceux qui font de la merde, c'est pas grave, ils sont là, ils ont le mérite d'être là, et soutenez tout le monde et puis c'est tous ensemble que voilà, que le sport va se développer et j'espère sur la bonne voie. Voilà. Ben moi, je vais tous vous remercier, vous dire à la prochaine. Encore merci à Amaury pour sa Merci à toi disponibilité. Et surtout. ben, écoute, c'est un plaisir partagé. Donc moi, je vous dis à la prochaine, encore avec des invités de qualité. Allez, salut à tous.